Antoine Avignon, je suis l'un des co-responsables avec mes collègues du CSO de Montpellier. Et donc, je suis ravi, au nom de nous quatre, de vous accueillir pour cette 11e journée du Centre spécialisé obésité. Donc, ça fait déjà, effectivement, depuis 2012 que nous sommes centre spécialisé obésité et nous venons d'être renouvelés centre spécialisé obésité avec 2 CSO donc en Occitanie. Le CSO de Toulouse avec lequel nous travaillons en collaboration avec des points réguliers que nous faisons ensemble. Donc depuis 12 ans, je crois que sur le CHU qui porte le CSO, mais le CSO, ce n'est pas du CHU, c'est du régional, mais il y a quand même la mission M1 qui est la mission de soins, avec la nécessité d'accueillir toutes les personnes, je dirais, quelle que soit leur corpulence, quelle que soit leur complexité, et qu'on puisse leur proposer au niveau de l'établissement des soins qui soient dignes. Et je crois qu'on a quand même pas mal progressé depuis 2012. Et que maintenant, ce qui nous attend, c'est la structuration des filières et cette mission, cette deuxième mission, et pour laquelle la DGOS, à travers l'ARS, nous a attribué des crédits supplémentaires nous permettant de recruter 2 personnes qui sont faites, l'une pour structurer les filières justement sur la partie est de l'Occitanie et une autre personne pour travailler sur les programmes d'éducation thérapeutique. Encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de descendant, il ne faut pas avoir le CSO comme quelque chose de CHU. C'est vraiment l'idée d'avoir des parcours qui soient visibles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Encore une fois, je crois qu'on a bien travaillé, mais nous n'avions pas les moyens avant, bien travaillé sur cette première mission, et que cette deuxième mission, il faut vraiment que nous travaillions ensemble, public, privé, maisons de santé, CPTS, l'ensemble des acteurs, avec l'appui pour les cas très complexes des DAC qui nous permettent de trouver des solutions pour ces patients qui sont vraiment en difficulté extrême. Et bien sûr, l'éducation thérapeutique est quelque chose d'extrêmement très important. Donc, je ne m'étendrai pas plus. Je suis ravi que vous soyez là. Je tiens quand même dès à présent à adresser quelques petits mots de remerciement, même si nous en donnerons d'autres au cours de la journée. Cette journée, elle est portée depuis sa création par notre coordinatrice du CSO, qui est Marine Vidal. Et je crois que Marine est très triste de ne pas pouvoir être là aujourd'hui parce qu'elle présente des problèmes de santé qui sont quand même assez importants. Et donc, je crois qu'il est important que nous ayons une pensée pour elle. Et puis, la deuxième personne que je remercie particulièrement, c'est parmi les coordinateurs du CSO, il y a une personne qui a pris beaucoup le relais de Marine, qui est Claire Jordel, le docteur Claire Jordel. C'est grâce à elle que tout ce qui va se passer aujourd'hui peut se passer. C'est grandement grâce à elle, appuyée par justement les 2 personnes que nous avons recrutées, qui sont Thierry Leclache et Estelle Bertrand. Donc, merci à vous. Et puis, merci aussi à notre directrice générale et au directeur général de l'ARS de leur présence qui, je crois, témoigne de l'importance portée sur ce sujet qu'est l'obésité. Et puis, je crois que je ne l'ai jamais dit devant notre directrice générale et le directeur général de l'ARS, et j'aime bien toujours, quand on parle de nutrition, de rappeler qu'à cet instant, nos corps ne sont constitués que de ce que nous avons mangé. Et à partir de là, si vous ne nous donnez pas tous les moyens, parce que nous sommes à la source de tout, nous, les nutritionnistes, eh bien, c'est qu'on passe à côté de quelque chose. Mais Madame la Directrice Générale, je vous passe la parole pour que vous confirmiez ce que je viens de dire. Monsieur le Directeur Général de l'ARS, Monsieur le Professeur Noka, cher David, cher Antoine, j'ai entendu le message subliminal. Chère Gwenola, directrice des cliniques Ster, Docteur Jandel, le couteau suisse, animatrice de toute cette journée, merci à notre collègue nîmoise, le docteur Taillard, d'être présent, et cher Jean-Baptiste, merci d'être à cheval entre notre beau CHU, le CSO, les cliniques Ster et Aurore, ce qui nous permet de nous lier, puisque c'est aujourd'hui le mot-clé de cette journée. Je suis très heureuse d'ouvrir cette 11e journée territoriale de l'obésité organisée par le Centre spécialité de l'obésité porté par le CHU de Montpellier, parce que nous le portons pour vous et avec vous. Et je vous remercie, cher Antoine, de m'avoir conviée
pour ces quelques mots et je tiens à souligner à cette occasion votre engagement constant et votre soutien sans faille pour toujours développer les actions du CSO. Depuis 2012, notre établissement est engagé dans la prise en charge de l'obésité sévère et complexe en tant que CSO. Et cette mission nous a été renouvelée. Et cher Didier, merci pour votre confiance. Cette identification du CSO de Montpellier, à nouveau, c'est la reconnaissance de l'expertise de tous ceux qui y contribuent, les équipes médicales, les équipes soignantes, administratives et de coordination du CSO. Cette labellisation nous encourage à poursuivre le développement de parcours de soins toujours mieux structurés autour de 3 filières identifiées, adultes, pédiatriques et chirurgicales. Cette dynamique du CSO de Montpellier s'appuie également sur 2 établissements SMR partenaires spécialisés dans l'obésité, l'Institut Saint-Pierre, qui nous encourage à nous dépenser pour porter ces actions bientôt, et Aurore Méditerranée, notre bel établissement, cher Gwenola. La DGOS a récemment présenté les grandes lignes de la nouvelle feuille de route 2025-2030. Soyons au rendez-vous, en renforçant les parcours coordonnés de soins, en décloisonnant les interventions entre la ville, l'hôpital, le médico-social, en soutenant la formation des professionnels, en améliorant l'accessibilité aux soins, y compris en matière de transport, et en expliquant avec des patients partenaires, des patients experts, l'enjeu de l'éducation thérapeutique. Les CSO, au cœur de cette stratégie nationale, sont appelés à jouer un rôle moteur dans la structuration territoriale des prises en charge et l'animation des réseaux. Notre CHU s'est spécifiquement inscrit dans cette dynamique. 2 chargés de mission ont été recrutés, je les salue. Thierry Leclanche, en charge du développement des filières et du maillage territorial pour les adultes, et Estelle Bertrand, en charge de la coordination régionale de l'éducation thérapeutique du patient adulte. Ils collaborent en étroite collaboration avec Marine Vidal, coordinatrice administrative historique du CSO. Son implication reste déterminante et nous pensons tous à elle en ces moments difficiles. Le CSO de Montpellier œuvre en pleine synergie avec le CSO Occitanie-Ouest et avec la structure d'expertise régionale Obésité Occitanie dédiée à l'animation de la filière pédiatrique. Ensemble, nous construisons un modèle coopératif régional pour garantir à chaque habitant d'Occitanie, où qu'il vive, à chaque âge de la vie, un accès équitable à une expertise de haut niveau et à une prise en charge digne. Complémentarité, concertation, responsabilité partagée sont les clés indispensables pour réussir notre feuille de route. La journée qui nous réunit reflète cette ambition, elle est pluridisciplinaire, elle est ouverte, elle est concrète et elle met en lumière les évolutions récentes des prises en charge médicales et chirurgicales. Je tiens à remercier toutes les équipes du CSO ainsi que nos partenaires pour leur engagement sans relâche. L'obésité est un enjeu majeur de santé publique. C'est aussi un enjeu de justice sociale, d'équité, de bienveillance. Le CHU de Montpellier, le CSOS, restera pleinement engagé conformément à ses valeurs. Merci. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Et je passe donc la parole à Monsieur Didier Jaffre, le directeur général de l'ARS, qui nous fait aussi l'honneur de sa présence. Merci beaucoup. Merci, professeur Avignon, pour votre invitation. Bien entendu, je salue la directrice générale du CHU, la directrice générale d'Aurore Méditerranée, le président de la Ligue nationale de l'obésité, cher David. Pour une fois, je n'ai pas Claude, mais Claire Jandel. Ça me change un peu, c'est bien. Et puis, je vous salue toutes et tous, bien entendu, professeurs, docteurs, l'ensemble des équipes, des professionnels, et puis les usagers, parce que si nous sommes toutes et tous réunis ici, c'est avant tout pour les malades, pour nous tous qui sommes par ailleurs des potentiels usagers, et ne jamais oublier qui nous paye, puisque c'est quand même les usagers qui nous payent, n'est-ce pas? Et pourquoi on travaille? C'est pour vous. Tout a été dit, donc ce serait pas long. Simplement, vous le savez aussi bien que moi, l'obésité, c'est quelque chose qui touche énormément l'ensemble de nos concitoyens, qui est facteur de complications morbides et source, hélas, de nombreuses complications. Et je crois que professeur Avignon et Madame la directrice du CHU, vous l'avez dit, ça commence déjà avant tout par la prévention. Je pense que avant, bien entendu, de faire les choses merveilleuses en matière de soins, nous devons impérativement accompagner nos populations dès le plus jeune âge.
Et Anne, tu as parlé de l'Institut Saint-Pierre. Je pense que c'est important, effectivement, et nous allons conduire avec la Ligue, n'est-ce pas, chez David, dès que l'agence aura in fine fait le chèque qui va bien annoncer il y a maintenant pratiquement presque un an. Non, je fais un peu d'autodérision, n'est-ce pas? Conduire cette action qui me semble extrêmement importante pour que nos jeunes, voilà, et leurs familles, parce que tu as parlé d'éducation thérapeutique, il ne s'agit pas de venir une fois et puis après de ne plus s'occuper de rien. Il faut vraiment accompagner au long cours l'ensemble de nos enfants pour qu'ils aient une alimentation saine, équilibrée, que leurs parents l'aient aussi, parce que sinon ça ne sert à rien, et surtout que ça, tout ce que vous leur allez leur inculquer pendant leur passage dans vos services ici au centre, que ça serve sur la durée. Voilà. Et ça, c'est certainement notre pari le plus fou, si j'ose dire, parce que c'est pas aussi évident que ça. Moi, je crois beaucoup par ailleurs aux actions de prévention au plus près des gens, en allant vers les gens. Vous savez qu'on a tout misé dans cette région sur les contrats locaux de santé. On a plus de 60% de la population qui est couverte par un contrat local de santé, qui sont portés par les communautés de communes ou les communes. Et comme je le dis souvent aux maires, la meilleure action de prévention en matière d'obésité, c'est le fait d'avoir permis à un gamin et à sa famille, c'est-à-dire des fois 4 personnes, de mieux manger. Alors 4 personnes, ça peut paraître rien, mais pour moi, c'est un véritable succès. Et je pense que toutes nos campagnes, elles ne doivent pas être régionales, ou encore moins nationales. Bien entendu, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais il faut aller vers les personnes. Si on ne va pas vers les personnes, ce n'est pas les gens comme vous et moi qui ont besoin des campagnes de prévention, c'est celles et ceux qui sont très, très éloignés du système de santé. Et si on ne fait pas ça, je pense qu'on passe à côté de notre mission. Et c'est une des missions, effectivement, du centre régional. Alors, c'est comme toujours en Occitanie, on parle de centre régional, mais il y en a 2, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Mais je sais que vous travaillez parfaitement ensemble, et tant mieux. Et puis que, heureusement qu'il n'y en a pas qu'un, parce que je n'arrête pas de me battre au niveau national pour expliquer qu'entre Toulouse et Montpellier, il y a plus de 2h30 de bagnole, et que ça ne sert à rien de croire qu'on va avoir qu'un seul centre. Parce que jamais les Toulousains viendront ici, n'est-ce pas, Madame la directrice générale, même si c'est une exception qui confirme la règle. Mais c'est pareil, les Montpelliérains n'iront pas se faire soigner à Toulouse. Il faut se mettre à la place des gens. Et quand vous habitez à Mende, au fin fond de la Lozère, ou dans les Cévennes, allez leur faire croire que le centre, il va être à Toulouse, il faut être totalement givré. Donc ça, mais il faut se battre, parce que c'est assez, généralement, personne ne le croit, et tout le monde, vu sur une carte, ça a l'air tout près. Voilà, je pense que là aussi, on doit être extrêmement vigilant à ce que nous ayons des structures, et vous avez parlé de la filière, des structures organisées au plus près des personnes. Et donc, je parlais de la prévention, ça vaut bien entendu aussi pour l'accompagnement et pour les soins. Nous avons la chance d'avoir des outils formidables. Vous avez parlé d'Aurore Méditerranée, que j'ai eu le plaisir de visiter à plusieurs reprises, y compris par ailleurs avec le ministre de la Santé, Yannick Neuder, il y a peu de temps, n'est-ce pas, cher Gwenola? Et ça montre aussi que cette coopération publique-privée, je sais que monsieur le président de la Ligue, vous y êtes fortement attaché, est extrêmement importante. Effectivement, le CSO, il est porté par le CHU, mais c'est le CSO de tous les établissements, de tous les acteurs, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez en clinique, que vous soyez en ville. Et ça, je pense que là aussi, c'est important de travailler de cette manière-là. Et c'est certainement ce qui vous réunit, ce qui fait que cet amphi est pratiquement plein ce matin, dans un endroit quand même assez symbolique, parce que faire ça à l'Institut d'agronomie, c'est quand même tout un symbole, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous ne l'avez pas fait par hasard, cher professeur. Mais voilà, je pense que c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous aurez toujours l'agence à vos côtés. Je salue mes fidèles collaborateurs qui sont là-bas dans l'amphi également pour vous accompagner, y compris financièrement. Vous l'avez dit, la Direction générale de l'offre de soins a augmenté les moyens du centre, mais nous sommes là aussi pour accompagner les actions locales, la structuration de la filière, au-delà même de ces financements nationaux, sur le fonds d'intervention régional, parce que lutter vraiment contre l'obésité, c'est finalement lutter contre toutes les autres maladies qui vont en découler. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Vous l'avez dit, que nous portions, grâce à notre nourriture dans notre corps, n'est-ce pas, chaque matin, professeur, tout ce qui allait nous arriver dans la journée, ce qui est vrai, parce que l'être humain marche, il paraît à peu près comme ça. Enfin, moi, je ne suis pas professeur de médecine, mais c'est ce que vous m'avez enseigné tout au long de mes études. Mais je pense que c'est vraiment là-dessus que nous devons impérativement travailler. Donc, vraiment, grand merci à vous. Nous menons un certain nombre d'actions. David va certainement les rappeler après. Je suis émerveillé par les progrès de la recherche, par ailleurs. Tu vas nous parler, je crois, de ce fameux médicament, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est... Ah, c'est vous, pardon. Bon, voilà, je me trompe.
Mais mettez-vous d'accord. Voilà, je pense que là aussi, on voit bien que, et c'est tout l'intérêt, la beauté de vos métiers, c'est qu'on avance en même temps qu'on découvre et on cherche et on trouve. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci encore de votre invitation. Je crois que je n'avais pas pu venir aux journées précédentes, donc pour une fois, je suis là. Très, très bonne journée. Moi, j'ai vu l'ensemble des sujets que vous allez aborder qui sont extrêmement excellents, mais c'est la faute de la directrice générale. Je ne pourrais pas être là toute la journée puisqu'elle nous invite à aller inaugurer le plateau de biologie, n'est-ce pas? Donc on sera obligé de vous quitter. Mais voilà, sachez que vraiment, vous aurez tout notre appui et tout notre soutien. Et puis je n'oublie pas quand même, je sais que Claire et Gwenola, vous êtes aussi fortement impliqués. Vous avez parlé de l'Institut Saint-Pierre. Je vous rappelle que demain, c'est les 24 heures Saint-Pierre et qu'il faudra être vaillant, avoir bien mangé quand même en partant le matin pour tenir les 24 heures, sinon ça ne marchera pas. Allez, bonne journée à vous toutes et tous et bon congrès. Alors encore merci à vous, Madame la Directrice Générale et Monsieur le Directeur Général du CHU et de l'ARS de votre présence. Je crois que c'est vraiment très, très appréciable et ça témoigne de l'intérêt que vous portez, je crois, pour cette problématique qui nous réunit aujourd'hui. Et vous m'avez l'air convaincu de l'importance. Merci beaucoup à vous. J'ai négocié un peu avec la directrice générale qui veut bien que vous restiez un petit peu. Je ne ferai pas l'affront de présenter David qui va se présenter lui-même et qui va nous parler donc des recommandations de la chirurgie de la Haute Autorité de Santé. Bonjour, donc David Noka, je suis professeur de chirurgie digestive au CHU de Montpellier. Et aussi la deuxième casquette, président de la Ligue nationale contre l'obésité, parce que vous savez que la chirurgie est le meilleur traitement à long terme pour la perte de poids dans le cas de l'obésité massive, mais le meilleur traitement de l'obésité, c'est la prévention, et ça, on en est tous convaincus, donc on est tous dans le même bateau pour essayer de diminuer ces chiffres. Donc on m'a demandé de parler des recommandations. Vous savez que l'année dernière, en 2024, la Haute Autorité de Santé a redonné une nouvelle version pour les recommandations liées à la prise en charge de l'obésité, notamment massive pour la chirurgie. En fait, je vous ai fait un peu un overview de tout ce qui se passe à l'heure actuelle en chirurgie bariatrique, beaucoup de choses. C'est vrai qu'on va parler beaucoup des médicaments, parce que les médicaments arrivent depuis plusieurs mois maintenant, et c'est vrai que c'est un plus par rapport à notre arsenal thérapeutique pour traiter l'obésité. Certaines pensent que la chirurgie va disparaître. Alors c'était ceux qui disaient que la chirurgie n'avait pas lieu d'être il y a 20 ans. D'autres pensent qu'en fait la chirurgie va être aidée par ces médicaments, tant sur la préparation aux opérations, parce que quand vous opérez un patient de 70 kg par mètre carré, c'est extrêmement complexe et donc il vaut mieux lui faire perdre du poids avant, ou sur les échecs de la chirurgie, parce qu'on ne peut pas réopérer les patients et c'est toujours intéressant de pouvoir proposer un traitement médical. Donc on va faire un peu le tour de tout ce qui se passe. Alors les conflits d'intérêts, il y en a pas mal. Comme disait le professeur Bringer, je préfère un médecin avec beaucoup de conflits d'intérêts, ça veut dire qu'il fait beaucoup de choses et qu'il a des choses à dire. Je fais beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous verrez. Donc la Ligue contre l'obésité, c'est une structure associative. Vous avez l'équipe qui est en bas, je vous invite à aller les voir. La Ligue contre l'obésité a voulu reprendre une étude qui s'appelait l'étude OBEPI. C'est une étude que vous connaissez puisqu'elle donnait la carte de France de l'obésité en termes épidémiologiques, c'est-à-dire les pourcentages. On a repris cette étude qu'on a appelée OFEO pour changer parce qu'on n'avait pas le même sponsoring pour réaliser cette étude. Et donc vous avez les chiffres de 2024 sur la population adulte en France avec les DOM-TOM qui sont inclus. C'est la première fois qu'on avait une étude épidémiologique sur l'obésité avec les DOM-TOM en France. Vous voyez qu'on est à 18,1% de patients en état d'obésité. Ça monte d'1%, vous allez le voir, par rapport à il y a 4 ans. Avec une obésité massive à 1,9, l'obésité massive donc supérieure à 40 kg par mètre carré, et un ensemble surpoids-obésité à pratiquement 50%, 48,8%. Alors la fameuse carte qui intéresse notre directeur d'ARS et toute l'équipe de l'ARS, et c'est normal, c'est comment se répartit l'obésité en France. Vous savez tous que les facteurs de risque d'obésité sont quand même corrélés aux facteurs socio-économiques et qu'on a un gradient en France socio-économique qui fait que le nord de la France est très touché par cette pathologie. Et je suis très content et vraiment ça me fait plaisir, monsieur le directeur de l'ARS, chaque fois que vous dites que
quand on traite l'obésité, on va avoir un impact sur les comorbidités liées à l'obésité. C'est exactement ça, hein. La chirurgie de l'obésité ou la prise en charge de l'obésité, ce n'est pas esthétique. Il y aura un bénéfice esthétique et tant mieux pour la personne. Mais on va traiter le diabète, on va traiter l'apnée du sommeil, on va prévenir le cancer du sein. Ça, il faut en parler aussi parce que c'est très à la mode. On s'aperçoit que quand on perd du poids, on a moins de chances d'avoir un cancer du sein ou en tout cas, on a moins de chances d'avoir des récidives. Donc là, vous avez la répartition. Finalement, on n'est pas si mauvais que ça en Occitanie, puisqu'on est en dessous de la moyenne nationale. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est l'évolution sur les dernières années. Récemment, je suis allé faire une intervention en Angleterre où on a discuté avec nos amis anglais. Les Anglais, c'est-à-dire juste en face la Manche, ils sont à 50% d'obésité au niveau de la population adulte. Donc vous voyez la différence entre l'Angleterre qui est juste en face de nous et la France, elle est quand même colossale, plus de 30 points d'écart. Donc ça, c'est important à souligner aussi. Donc on n'est pas si mauvais que ça, on n'est pas si mauvais peut-être par rapport à nos habitudes alimentaires, mais je pense qu'il y a une prise de conscience, et sans vouloir retirer tout le temps la couverture sur la chirurgie, c'est vrai que cette prise en charge chirurgicale a permis de nous faire comprendre qu'on devait travailler ensemble pour avoir les meilleurs résultats. Ce n'était pas que le chirurgien, ce n'était pas que l'endocrinologue, ce n'était pas que le diététicien, ce n'était pas que le psychologue, c'était une équipe pluridisciplinaire avec l'activité physique évidemment qui est à l'intérieur. Alors, j'avais été chargé en 2009 par le ministère de rédiger avec ma collègue Cécile Chiangura les recommandations, parce que c'est vrai que le départ de la chirurgie de l'obésité, vous vous rappelez, il y avait un peu tout et n'importe quoi qui avait été réalisé en France. Donc c'est une discipline à l'heure actuelle qui est vraiment très codifiée, avec un cadre, avec des contrôles, avec une labellisation de structure. Donc c'est vrai qu'on a de moins en moins de complications évitables et que cette chirurgie est encore présente et va l'être dans les années à venir. Alors, je vous ai isolé les points importants. Si vous voulez retrouver toutes les recos, il y a une version light sur le site de la Haute Autorité de Santé qui est en ligne, hein, que vous pouvez télécharger et que vous pouvez lire. Les indications sur l'indice de masse corporelle n'ont pas changé, toujours 40 kg par mètre carré ou 35 kg par mètre carré si on a des comorbidités liées à l'obésité. Par contre, les comorbidités liées à l'obésité qui permettent de valider l'indication opératoire ont été augmentées. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que dans le cas d'incontinence urinaire, dans le cas d'éventration majeure, dans le cas d'hypertension intracrânienne, dans le cas de problèmes de fertilité et dans le cas de maladies rénales chroniques, il y avait un bénéfice à perdre du poids pour améliorer ces pathologies. Les autres nouveautés, vous savez qu'il y a le concept de chirurgie dite métabolique, c'est-à-dire un patient qui est diabétique, traité médicalement, qui va être en échec au bout d'un certain temps, mais on va pouvoir proposer une chirurgie, que ce soit une chirurgie restrictive ou de malabsorption, avec des résultats qui vont être intéressants. Donc ça s'appelle la chirurgie métabolique. Pareil, même système d'évaluation pluridisciplinaire et de préparation. Les patients supérieurs à 60, ce qu'on appelle la superobésité, avant c'était des patients qui pouvaient être opérés dans toutes les structures. Maintenant, il faut qu'il y ait une validation à RCP de recours. Vous savez que la RCP de recours, c'est ce qui est organisé coordonné par le docteur Bonnet depuis plusieurs mois maintenant au CHU de Montpellier, où nous venons staffer les dossiers difficiles, donc les patients âgés, les patients aux antécédents multiples ou les patients en IMC très élevé. Donc là, une structure qui est en privé ou en public, mais qui n'a pas un niveau d'expertise, on va dire, du CHU de Montpellier ou du CHU de Nîmes, puisqu'il y a le CHU de Nîmes aussi qui participe aux discussions, doit présenter les dossiers. Et je vous invite à vraiment nous contacter via le CSO. Pour les patients entre 60 et 70 ans, ça a un peu changé. On était avant sur une décision en CSO. On a décidé de laisser une décision locale, c'est-à-dire, vous savez qu'on se fait opérer uniquement si on a un accord pluridisciplinaire en réunion de concertation pluridisciplinaire, comme dans le cancer. Mais maintenant, ce sera possible d'éviter le recours entre 60 et 70 ans. Après 70 ans, là par contre, il y aura besoin d'une analyse en recours. Pour la cirrhose hépatique, c'est devenu une indication possible si on est dans un niveau bas de sévérité. Les cancers en rémission, je vous l'ai dit, l'obésité est un facteur de risque de cancer. On en parle de plus en plus. Donc chaque fois qu'on peut essayer de faire perdre du poids aux patients, on va diminuer le risque de cancer. Vous imaginez le niveau socio-économique que ça impacte, avec toutes les chimiothérapies qu'on a notamment et le coût de ces chimiothérapies, outre le côté bénéfice pour le patient qui est quand même la priorité.
Dans le cadre de handicap moteur aussi, on peut opérer des patients pour améliorer leur qualité de vie s'ils ont des handicaps moteurs. J'ai vu mercredi à la consultation une patiente qui avait une CEP en fauteuil roulant, qui a perdu 30 kg et qui est très satisfaite de l'opération et qui a amélioré sa qualité de vie. Dans les déficiences intellectuelles, là par contre, une RCP de recours aussi obligatoire où on a besoin d'évaluer le bénéfice-risque de chaque opération. Alors, je vous parle 2 secondes juste des opérations qui ont été validées dans ce rapport de la Haute Autorité de Santé. Vous savez qu'on a ramené... attention, c'est là. Le film ne part pas, là, sur le... Bon, tant pis. On a ramené des États-Unis... ça place plus... Help. I need somebody. Ah, ça y est, pardon. Il y avait un petit film, mais il ne passe pas, c'est pas grave. Vous savez que la gastrectomie en manchot est la technique la plus réalisée en France et dans le monde à l'heure actuelle. C'est une technique décrite par mon ancien patron aux États-Unis en 2000. On enlève les 2/3 de l'estomac, c'est-à-dire on va réduire la capacité gastrique pour avoir une satiété beaucoup plus précoce et les gens vont manger moins en post-opératoire. On a amélioré cette technique au CHU de Montpellier parce que la complication majeure de cette technique, c'était d'avoir du reflux gastro-œsophagien. Et là, vous voyez la publication de notre équipe qui est sortie l'année dernière, qui a vraiment été une avancée extraordinaire au niveau international, puisqu'on a diminué de 75% les complications de cette opération. C'est-à-dire qu'on a trouvé la solution pour que les patients n'aient plus de reflux en associant une valve anti-reflux qui était utilisée dans le traitement des hernies hiatales, notamment, ou des patients qui avaient ces symptômes-là. Donc ça, c'est une évolution quand même assez extraordinaire qui est arrivée. Vous connaissez tous l'anneau. Il y a encore quelques patients, quand on dit que tu es chirurgien bariatrique, ah, tu mets des anneaux? Ben non, des anneaux, on n'en met plus depuis 2008 au CHU de Montpellier. Il faut savoir qu'il y a 1000 anneaux posés en France à l'heure actuelle pour 35 000 opérations. Donc il y a encore quelques niches de pose d'anneaux. Très peu utilisés. Pourquoi? Parce que les patients avaient une mauvaise qualité de vie. C'est-à-dire que l'anneau vous obligeait à ne pas manger, alors que la sleeve vous dit « j'ai plus faim ». La différence, elle est là, et donc beaucoup de gens vomissaient, notamment avec cette technique. Les techniques à effet mixte, donc ce qu'on appelle le bypass, toujours validé avec des variations dans la façon dont on réalise ces opérations. Donc le bypass, on n'enlève rien, mais on fait une dérivation. Bypass en anglais, ça veut dire court-circuit. On dérive la partie supérieure de l'estomac dans l'intestin et on va avoir des effets hormonaux qui vont entraîner un effet sur la perte de poids, mais aussi un effet métabolique avec une belle rémission de diabète chez les patients diabétiques. Donc vous voyez, je suis passé rapidement parce qu'il faut que j'accélère un peu, mais la mortalité de ces opérations est aux alentours de 0,1%. Donc 1 pour 1000, on est pratiquement dans les mortalités de la cholécystectomie. Et ça, ce n'était pas du tout le cas au début. Donc il y a une progression énorme, tant sur les moyens techniques que sur la sélection des patients. En fait, on dit souvent, le chirurgien, il opère bien, il opère pas bien. Ce n'est pas obligatoirement ça. C'est est-ce qu'on a opéré les bons patients? Est-ce que l'équipe pluridisciplinaire a bien préparé et a bien dépisté les contre-indications qui évitent les complications? Et c'est là où je veux aller pour vous expliquer ce qui va se passer dans les mois à venir. Technique en évaluation, donc ça, vous en entendez parler, mais ce n'est pas recommandé par la Haute Autorité de Santé, en tout cas dans le rapport HAS, donc ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc il y a des techniques de dérivation beaucoup plus agressives. Peut-être vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le mini-bypass, qui n'est toujours pas revalidé. Le ballon intragastrique n'est pas une technique chirurgicale. On avale un ballon qu'on va gonfler. C'est une efficacité qui est sur quelques mois, donc c'est quelque chose qui n'est pas efficace au long cours, mais ça peut aider à préparer les opérations. Le Bariclip, c'est un clip en silicone qui va essayer de refaire ce que fait la sleeve, mais de façon réversible, c'est-à-dire on peut l'enlever. C'est en évaluation, mais ça n'a pas l'air très prometteur. Par contre, la chirurgie endoscopique, ça c'est prometteur, et on est en train de le développer dans le service, c'est-à-dire qu'il y a une collaboration entre les gastro-entérologues et les chirurgiens, en tout cas à Montpellier, pas au niveau national, parce qu'il y a un gros fight entre les gastro-entérologues qui ne veulent pas que les chirurgiens utilisent les techniques endoscopiques. En tout cas, à Montpellier, ça fonctionne, donc c'est déjà bien, je le souligne. On va réduire de l'intérieur la taille de l'estomac. Alors, est-ce que c'est efficace à long terme? Parce que le problème de l'obésité, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est pas perdre du poids, c'est maintien de la perte de poids. Maintien de la perte de poids, c'est à long terme, c'est à 5 ans. Donc c'est pour ça que même pour les médicaments qui sortent à l'heure actuelle, on n'a pas encore des résultats à 5 ans. Ça paraît prometteur, donc tant mieux. Mais il va falloir évaluer à 5 ans
les résultats de ces pertes de poids. En fait, ça, c'est l'avenir aussi, c'est la chirurgie magnétique. Anne, vous l'aviez vu déjà, je crois, pour le MOI, c'est mon patron à New York qui a développé ça. Ce sont des aimants qu'on va avaler et qui vont venir apposer les structures internes digestives pour faire des communications, ce qu'on appelle des anastomoses, éviter des problèmes de fistule, de péritonite, éviter les hémorragies. Donc vraiment une chirurgie qui est de plus en plus minimale, invasive. Je finis ma présentation par la chose qui me fait le plus kiffer à l'heure actuelle, pour parler comme les jeunes, c'est depuis 7 ans, on travaille sur une innovation, une application pour essayer de mieux préparer, mieux informer nos patients et surtout évaluer de façon objective si le patient a compris ce qu'on a dit. Je vous le répète, mieux préparer, mieux sélectionner fait améliorer les résultats tant sur la perte de poids que sur les complications de la chirurgie de l'obésité et même sur la mortalité. Donc on a décidé de travailler avec un groupe de collègues plutôt informaticiens, je vous l'avoue, sur la chirurgie bariatrique et de se dire, voilà, on va essayer de créer une clinique virtuelle où le patient va pouvoir aller se balader et refaire les consultations de chirurgie et surtout, on va évaluer ce qu'il a compris. On a évalué, nous, avec nos patients, en post-consultation, ce que le patient avait retenu de la consultation. 30% de ce qui avait été dit avait été retenu, essentiellement la date opératoire et combien ça allait leur coûter, ce qui est un peu normal. Donc, ce n'est pas assez. Même s'il y a 6 mois de préparation, on est parti sur cet outil qui va être donc un mot de passe qui va être donné à nos patients. J'espère que ça va se lancer parce que sinon je vais faire une crise de nerfs. Tout à l'heure, ça a marché. Non. Alors là, on va le sortir. On va faire ça. Et là, ça va marcher. Donc ça, le patient rentre chez lui et il va se connecter le soir et il va jouer. Il peut même jouer avec sa famille, ce qui permet de faire de la prévention familiale dans le même temps. Donc l'idée, c'est que c'est un jeu vidéo. Vous rentrez dans la clinique, vous avez une personne qui vous accueille, qui vous explique comment ça va se passer. L'idée, c'est qu'il y a 5 consultations qui sont réalisées avec des avatars. Chaque 3 minutes, vous avez des questions simples posées aux patients pour évaluer la compréhension par rapport à ce qui a été dit. Et surtout, vous avez à la fin un certificat de réussite de la clinique virtuelle qui permet à nous d'avoir un élément objectif, notamment au niveau de la RCP. Des fois, au niveau de la RCP, vous avez la diététicienne ou la psychologue qui dit il y a un problème de motivation, le patient il n'a pas bien compris, je ne le sens pas ce patient. Là, vous avez un élément objectif sur la motivation parce que le patient il a passé quand même 1h30 à faire son jeu vidéo. Deuxièmement, vous avez la preuve qu'il a compris parce que chaque fois que vous avez faux, on repose la question en expliquant pourquoi c'était faux. Donc c'est vrai que c'est super, je vous promets. Donc les concepts, c'était améliorer la qualité de vie et surtout la pertinence des soins, c'est ce qu'on vous dit, et apporter l'élément objectif, ça je vous l'ai dit. Donc je voulais finir, en fait, ça m'a tout cassé, mais c'est pas grave, pour remercier toute l'équipe pluridisciplinaire. Je pense qu'on a prouvé depuis 20 ans maintenant au CHU de Montpellier qu'on arrive à collaborer entre les différentes équipes pluridisciplinaires, qu'on arrive à collaborer avec Nîmes, puisqu'on a des relations très soudées avec le CHU de Nîmes, qu'on arrive à collaborer avec le privé, parce qu'on a des relations avec le privé, tant sur la recherche que sur la pédagogie et même sur les recours. Et je trouve que c'est un exemple. Comme la cancérologie, la chirurgie bariatrique a prouvé que le côté pluridisciplinaire était vraiment la solution pour avoir les meilleurs résultats. Et une pensée aussi, comme l'a dit Antoine, pour Marine Vidal, diététicienne, qui vient me voir à la fin d'un de mes cours il y a 15 ans, qui me dit « j'ai envie de bosser avec votre équipe ». Et on a trouvé une position au CHU. Elle fait un travail extraordinaire, on pense beaucoup à elle. Désolé pour la clinique, j'essaye de vous trouver ça et merci à tout le monde. Bonne journée. Les traitements médicamenteux de l'obésité qui, pour moi, sont une révolution, en tout cas une rupture, mais ce n'est pas parce qu'il faut se méfier, les révolutions, ça finit pas toujours bien. Et donc, je crois que c'est un merveilleux outil et il ne faudrait pas qu'on le casse et qu'on passe à la désillusion à cause d'un emballement trop rapide. Donc je crois que vous le savez tous, la majorité, et je dirais tous les traitements de l'obésité actuelle passent
par le récepteur du GLP-1, glucagon-like peptide 1, qui est un peptide qui est sécrété par le tube digestif et qui a des multiples effets. Je ne vous fais pas l'affront, mais je le fais quand même, de vous rappeler que ces traitements ont été au départ mis au point dans le diabète par leur effet stimulant sur la sécrétion d'insuline au niveau du pancréas, mais qui a tout un tas d'effets annexes. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est quand même celui au niveau cérébral, avec une action sur la satiété. Et puis vous voyez quand même aussi de la neuroprotection, c'est aussi essayé dans l'Alzheimer, par exemple. Voilà. Et puis, il y a aussi des médicaments qui ont une double voie d'action avec le GIP, mais là, c'est la description des analogues du GLP-1 qui vont agir par la circulation sanguine, mais aussi par les afférences nerveuses, les afférences vagales. Et donc, un site d'action, comme je viens de le dire, au niveau du tronc cérébral et de l'hypothalamus, en augmentant l'activité des neurones anorexigènes et en diminuant l'activité des neurones orexigènes. Donc une action cérébrale qui va vraiment être sur la stimulation à la prise alimentaire et une réduction de la sensation de faim que les personnes traitées signalent très bien, donc une régulation homéostatique de la prise alimentaire. Mais à côté de cette action sur les voies vraiment de la régulation de la prise alimentaire, ça agit aussi sur les voies de la récompense. Et ça va diminuer l'attrait pour les aliments hyper palatables. Et déjà, dans le diabète, quand on le donnait dans le diabète, on avait des personnes qui disaient « Mais avec votre truc, je ne comprends pas, j'adorais ça, je n'arrêtais pas, et ça ne m'attire plus. » Donc, des actions sur les centres du plaisir, sur les plans du wanting, hein, du désir, et donc, vous voyez, sur tout ce qui est dopaminergique, sur les centres de la récompense. Et donc, il y a une action sur la faim, sur le rassasiement, et aussi sur le plaisir apporté par l'alimentation, et donc une diminution à la motivation alimentaire. Donc une modification des préférences alimentaires avec une réduction de l'appétit et puis un changement de préférence. Les gens disent il y a des choses, ça ne nous faisait pas envie avant, maintenant ça nous fait envie, et puis ces trucs qui étaient hyper palatables pour nous, hyper attrayants, on n'a plus envie. Et puis, vous avez donc les analogues du GLP-1 et, comme je le disais, les doubles analogues du GLP-1 et du GIP. Alors, si on regarde un peu les actions du GIP, les deux sont sécrétés au niveau intestinal, pas au niveau des mêmes cellules. Ça a tous les deux une action de stimulation de l'insuline. Le GLP-1 inhibe le glucagon, ce que ne fait pas le GIP. Le GIP n'a pas d'action sur la vidange gastrique, alors que le GLP-1 a ralenti la vidange gastrique. Et puis, de façon surprenante, vous voyez, le GLP-1, c'est ce qu'on vient de voir, réduit l'appétit, la prise alimentaire, alors que le GIP seul, lui, aurait plutôt tendance à stimuler l'appétit. Le GIP seul n'a pas d'effet sur le poids, et puis ça stimulerait même l'adipogénèse quand on le donne seul. Et donc, vous voyez que le GIP pris seul, donc vous savez que l'analogue, le double analogue GLP-1-GIP, c'est le tirzépatide, vendu sous le nom de Mounjaro, alors que l'analogue du GLP-1 seul, c'est le sémaglutide, vendu sous le nom de Wegovy. Et donc, c'est vraiment l'association des deux, et je ne rentrerai pas dans le détail, mais il se pourrait que ce double agoniste soit plus par un renforcement de l'action GLP-1 que vraiment par des effets GIP. Et d'ailleurs, les traitements GIP seuls n'existent pas. Donc, qu'est-ce qu'on a comme traitement à disposition? On a le liraglutide qui est vendu sous le nom de Saxenda, et je ne sais même pas s'il est encore vendu. Je ne suis pas sûr que les pharmaciens en aient encore beaucoup, mais je pense que le laboratoire, s'il ne l'a pas retiré, ne va pas tarder à le retirer. On a le sémaglutide à 2,4 mg. Et puis, on a le tirzépatide. Alors, 2,4 mg, parce que c'est vrai qu'on pousse le plus souvent les patients à 2,4 mg pour avoir le plein effet. Et on a le tirzépatide qui peut être monté jusqu'à 15 mg, en sachant qu'aujourd'hui en France, il n'est disponible que jusqu'à 10 mg. Mais le tirzépatide a quand même une efficacité très puissante. Et vous voyez que déjà à 5 mg, on est à des effets qui sont équivalents aux 2,4 mg. Et que quand on monte les doses, on a vraiment des effets qui sont extrêmement importants. Donc, sur la perte de poids, il n'y a pas de discussion. Ces médicaments, en moyenne, c'est thérapeutique en moyenne. Mais attention, quand on dit en moyenne, il y a toujours des gens chez qui ça marche très bien, puis des gens chez qui ça marche moins. Une moyenne est une moyenne. Et puis, ces deux traitements, ils ont été étudiés
en comparaison directe. C'est assez rare d'avoir 2 traitements qu'on va étudier en comparaison directe. Bien sûr, c'est sponsorisé par le laboratoire Lilly, qui devait être à peu près sûr de son coût au départ, mais c'est important de le savoir, que cette étude est quand même une étude des laboratoires Lilly. Donc, ils ont comparé en direct le sémaglutide et le tirzépatide, et vous voyez qu'à 72 semaines, vous avez 15% de perte de poids sous sémaglutide, donc le Wegovy, et vous avez 21,6% de perte de poids sous tirzépatide à la dose maximale tolérée, c'est-à-dire qu'on n'obligeait pas, on ne poussait pas à aller forcément à 15 mg, c'était 10 ou 15 mg, et pour le sémaglutide, c'était 1,7 ou 2,4 en fonction de la tolérance des patients. Donc une différence d'efficacité en tête-à-tête qui est nette, ça ne pose pas de discussion. Comme on l'imaginait. Et si vous regardez les pourcentages de perte de poids, je ne vais pas m'étendre, je crois qu'on est en retard, mais quand même, regardez, plus de 25% de perte de poids. Vous avez quand même 31% des personnes sous tirzépatide qui, à 72 semaines, perdent plus de 25% de perte de poids. C'est quand même tout à fait remarquable. Et j'en profite, je regarde David est bien parti. Et là, on est quand même dans la même zone de combat que la chirurgie bariatrique. Là, on atteint, surtout qu'il y a des personnes qui vont encore au-delà. Alors, ce qui est intéressant, c'est perdre du poids, mais je crois qu'on l'a déjà dit ce matin, David l'a dit, le directeur de l'ARS l'a dit, ce qui nous intéresse, bien sûr qu'on est mieux dans un corps, il y a aussi il y a le côté stigmatisation, il y a le côté bien-être dans son corps, il y a le côté de l'image qu'on renvoie, mais pour nous, médecins, il faut que ces médicaments, et on avait déjà été échaudés, diminuent les complications et tout au moins ne les augmentent pas. Et là, quand on regarde, ces médicaments ont été étudiés. Vous voyez le Wegovy sémaglutide dans l'étude SELECT. Et quand on regarde les événements cardiovasculaires, il y a une diminution. Vous voyez 0,80, ça veut dire 20% d'événements cardiovasculaires en moins sous sémaglutide. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que regardez, on monte, vous savez, les doses progressivement. Les courbes s'écartent avant 6 mois. C'est-à-dire que quasiment dès que vous mettez ces traitements, vous avez des effets sur les complications et une réduction très précoce des événements cardiovasculaires. Les décès cardiovasculaires, on n'est pas significatif. L'insuffisance cardiaque, on a une réduction significative sous sémaglutide. Et puis, quand même, tout à fait formidable, les décès toutes causes. Alors, j'ai oublié, parce que quand je m'entends parler, on pourrait croire, et j'ai oublié quand même, je voulais la rajouter, je suis désolé, la diapositive des liens d'intérêt. Je travaille avec les 2 laboratoires en participant à des boards. Je le signale, c'est la moindre des choses, et j'aurais dû le dire avant, parce que quand je m'entends parler, on pourrait croire que je suis acheté par le laboratoire. Mais vous en penserez ce que vous voudrez, mais quand même un traitement qui, dans moins de 6 mois, commence à s'écarter des courbes sur les décès totaux, je pense que c'est quand même extrêmement important, parce qu'il y a une sorte de stigmatisation à dire mettre les gens sous traitement médicamenteux. Voilà, donc je tiens à le préciser. Le tirzépatide, lui, a été essayé dans l'insuffisance cardiaque, et là c'est un petit peu plus long, il faut attendre 24 mois, mais vous voyez, au bout de 24 mois, l'incidence des insuffisances cardiaques, donc là c'est une réduction de 38% des insuffisances cardiaques, ce qui est là aussi tout à fait remarquable. La prévention du diabète sous tirzépatide, on n'en parle pas. Après, moi, toutes ces études de prévention du diabète, ça me surprend un petit peu toujours. Évidemment, le tirzépatide, comme le sémaglutide, c'est des traitements du diabète. Donc, pendant qu'on est sous tirzépatide ou sémaglutide, on a des glycémies qui sont plus contrôlées, donc moins de diagnostic de diabète. Mais en fait, la différence est tout à fait impressionnante quand même. La réduction des apnées du sommeil sous tirzépatide, ça c'est une seule publication, mais qui est en fait 2 études avec des gens qui étaient déjà traités sous CPAP et des gens qui n'étaient pas traités sous CPAP, donc sous placebo ou sous tirzépatide. Le changement de l'index apnée-hypopnée, vous voyez, moins 25 ou moins 29 dans les 2 groupes, que les gens aient été traités par CPAP ou pas. On a une réduction très significative de l'index apnée-hypopnée, et je crois que pour un certain nombre de personnes, ça constituera un traitement des apnées du sommeil. Les douleurs articulaires sous sémaglutide, vous avez ici le changement du poids, parce que les douleurs articulaires, en plus ici, c'est les douleurs du genou, et vous avez ici l'échelle de douleur. Ce n'est pas très surprenant, mais encore faut-il le montrer. Quand le poids diminue sous sémaglutide, les douleurs du genou diminuent.
Extrêmement important également, la fibrose hépatique. Je ne sais pas pourquoi, quand on parle, enfin, je sais pas pourquoi la fibrose c'est important, mais la stéatose fait toujours beaucoup peur aux patients. On n'a quand même pas beaucoup de solutions sur la fibrose. Et là, vous regardez le sémaglutide et la fibrose hépatique. Donc ici, réduction de la fibrose sous placebo, 22%. Vous voyez que c'est quand même pas négligeable. Hein. Déjà, quand on accompagne les personnes sur le mode de vie, vous avez quand même une réduction, y compris de la fibrose. Et elle est quand même 1,5 fois plus importante sous sémaglutide. Et puis, il y a des effets thérapeutiques un peu inattendus. Donc, ça s'est transformé. Donc, l'alcool, tout ça, c'est observationnel. Ce que je viens de vous montrer, c'est des études randomisées, contrôlées. Donc, c'est de la preuve solide. Mais on a, quand on regarde les patients, on a des effets qu'on n'attendait pas vraiment. C'est la réduction. Alors qu'on n'attendait pas vraiment quand vous regardez le mécanisme d'action sur les voies énergiques, sur les voies du plaisir, sur les voies, différentes voies cérébrales. Sur le plan théorique, ce n'est pas vraiment inattendu, mais c'est intéressant de constater dans les études réduction de 50% de la consommation d'alcool, une diminution du désir d'alcool. Pour les opioïdes, réduction des envies de 40%, baisse des overdoses de 50%. Le tabac, les troubles liés au tabac, moins 32%. Les gens sont moins demandeurs d'aide au sevrage et ont plutôt tendance à s'arrêter plus. Le cannabis, moins 40% de troubles associés à la cocaïne. Les gens qui ont des addictions aux jeux, aux achats, voient aussi une diminution de leur réduction, de leur addiction aux jeux et aux achats. Tout ceci étant observationnel, donc le niveau de preuve est faible, c'est juste des orientations. Et puis, je vous dis, c'est aussi étudié sur les troubles de mémoire, sur l'Alzheimer, sur des tas de choses. On voit des tas de choses intéressantes. Alors, bien sûr, il ne serait pas logique de vous présenter tout ça sans parler d'effets secondaires. Les effets secondaires, c'est les nausées, vous le savez, c'est 44% de nausées avec le sémaglutide, c'est 30% de diarrhée avec le sémaglutide, c'est 24% de vomissement et c'est 24% de constipation. Donc les effets secondaires, ils sont essentiellement sur le plan digestif, et ça, je crois que je ne vous apprends pas grand-chose. Et quand on regarde dans cette étude qui a comparé en tête-à-tête le sémaglutide et le tirzépatide, quand vous regardez les nausées, vous êtes à peu près, vous n'êtes pas à peu près, vous êtes équivalent. La constipation, vous êtes équivalent. Les diarrhées, vous êtes équivalent. Et les vomissements, vous en avez un peu plus. Enfin, vous en avez 1,5 fois plus quand même dans le sémaglutide. Et c'est ce qu'on observe en clinique. D'ailleurs, je suis assez surpris, moi, personnellement, de cette équivalence des effets secondaires, parce que le tirzépatide a plutôt tendance à donner un peu moins de complications. Donc, des effets secondaires, ce ne sont pas des complications, ce sont des effets secondaires. Et puis, il y a des transformations bizarres. Je pense que c'est le passage du bac au PC. Donc, diminution de 16 à 39% de l'apport calorique. Des nutriments à risque, je dirais, quand on est sur des pertes de poids. Donc là, c'est dommage qu'on ne les voit pas, les nutriments, mais c'est les mêmes que ceux qu'on observe dans la chirurgie bariatrique. Et on n'a pas de recommandation. Ça va être une question. Quand même, il y a des gens qui perdent du poids, qui perdent beaucoup de poids, et on n'a pas de recommandation sur la surveillance nutritionnelle qui doit certainement être la même que dans la chirurgie bariatrique quand la perte de poids est importante. J'alerte d'ailleurs, oui, je suis en train de lire, je ne sais pas dans quelle langue c'est, mais s'il y a quelqu'un qui peut traduire, ça sera pas mal. Mais ce que si, et David, lui, il est parti, je ne peux pas l'accuser, du coup. Donc, il y a du sabotage partout. Donc, s'il y a des troubles alimentaires préexistants qui peuvent être améliorés, puis les effets gastro-intestinaux, donc il y a quand même des effets. Autre chose qui est toujours discutée, c'est la perte de masse musculaire. Quand vous maigrissez, vous perdez de la masse musculaire. Vous voyez qu'ici, dans les études de STEP, 13,6 kg de perdu, 8,3 kg étaient de la masse grasse et 5,3 de la masse maigre. La masse maigre, ça ne veut pas dire de la masse musculaire. Et 20% de la perte totale représente une perte musculaire. La perte de masse musculaire est plus importante chez les hommes, mais les hommes ont plus de masse musculaire au départ. La question, c'est est-ce que c'est important cette perte de muscle? Je ne vais pas non plus trop m'étendre, mais ce qui compte, quand on perd du muscle, on regarde la perte de masse. La qualité du muscle chez la personne qui a une obésité, elle n'est pas top. Ce muscle, il est infiltré de gras. Donc dire que la masse du muscle diminue, ça ne suffit pas.
Parce que quel est le pourcentage de réduction du gras dans le muscle? C'est ça qui est important. Et ce qui est encore plus important, c'est la fonction musculaire. La sarcopénie, c'est une perte de masse et une perte de fonction. Et quand vous regardez les personnes qui ont l'obésité, qui sont traitées par ces traitements, très sincèrement, ils gagnent de la mobilité, ils gagnent de la fonction. Donc il faut faire attention à cette alerte qui, pour moi, doit être surveillée. Je ne dis pas qu'elle doit être négligée. Il faut faire attention à ce dont on parle et ne pas trop mettre d'alerte quand ça ne le nécessite pas. Est-ce que la personne que je traite, elle bouge mieux? Est-ce qu'elle se sent mieux? Est-ce qu'elle a une meilleure fonctionnalité dans sa vie? Et pour la majorité des personnes, c'est quand même bien ce qui se passe. La problématique, c'est pour ça que je dis de la révolution à, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais en tout cas à la désillusion, j'avais mis, c'est que finalement ces traitements qui fonctionnent très bien, où les gens se sentent beaucoup mieux, on a eu beaucoup de personnes traitées par sémaglutide dans le centre, eh bien les gens arrêtent les traitements. Vous savez que le laboratoire Novo avait fait un accès précoce avec 9000 personnes qui ont été mises, qui ne payaient pas les traitements, et puis quand on prolonge, il n'y en a plus que 3000. Les gens ont arrêté, même s'ils ne payent pas. Donc, moi, mon sentiment, c'est que les gens ne considèrent pas ça une maladie. J'ai perdu mon poids, ça y est, je m'en débarrasse, j'arrête. J'ai un peu peur que ça soit ça, mais je n'ai pas la démonstration que ce soit ça. Alors, les facteurs d'abandon, les gens qui sont plus âgés abandonnent plus. Bien sûr, ceux qui ont de faibles réponses pondérales abandonnent plus, mais parfois, il y a la réponse pondérale qui, médicalement, nous semble intéressante. Et puis, ce qui se passe aussi, moi, ce que j'observe beaucoup dans les gens que je traite, c'est les gens ont bien perdu, mais à un moment, ils ne perdent plus, comme dans la chirurgie. Et comme ils ne perdent plus, ils se disent le traitement, il ne me sert plus à rien. Et non, ce n'est pas ça, parce qu'autrement, le poids, il va remonter. Mais ça, moi, je ne sais pas mes collègues ce qu'ils en pensent, mais j'ai assez de mal là-dessus. Docteur, je ne perds plus, il ne marche plus, votre médicament. Et si, vos 20 kilos, vos 25 kilos de moins, vous les maintenez. Et que si vous les arrêtez, vous allez reprendre. Les effets secondaires sont bien sûr... alors, pour faire le lien aussi, je croyais l'avoir marqué là, nous, les patients, vous savez aussi, enfin, vous savez pas, on a une plateforme qui s'appelle Avitam et on a inscrit un certain nombre de personnes. Après, il y a des médecins qui n'ont pas inscrit, des gens qui n'ont pas voulu y aller. Et on a comparé, et c'est un peu la même chose que ce que David, ceux qui ont utilisé et qui ont utilisé pleinement la plateforme Avitam, on a eu 50% en moins d'arrêt de traitement. Donc c'est l'engagement, je crois que c'est la même chose que pour David. Si les gens s'engagent à faire leur parcours, à bien répondre à tout, on sait qu'on a des personnes engagées. Et là, on a eu la même chose, les gens qui avaient rempli complètement la plateforme, eh bien, ils ont beaucoup moins à arrêter que ceux qui ne l'avaient pas rempli. C'était là les facteurs prédictifs d'AREM, et comme c'est dans une langue que je ne connais pas, on passe, j'en ai déjà parlé. Donc les effets secondaires gastro-intestinaux, on en a parlé. Et puis, on accélère les carences nutritionnelles. Attention aux carences nutritionnelles. Là aussi, je ne m'étendrai pas. Ça marche mieux quand les gens... tout à l'heure, je parlais de perte de masse musculaire. Attention aux apports protéiques, à une alimentation bien sûr variée pour apporter toutes les vitamines et micronutriments, voir s'il faut supplémenter, comme dans la chirurgie bariatrique. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter il faut forcer sur les protéines, hein, comme dans la chirurgie bariatrique. Il faut associer à l'activité physique, extrêmement important. Donc même si cette perte de masse musculaire ne fait pas peur, il faut quand même faire tout pour lutter contre. Donc apport protéique, exercice physique, exercice de renforcement. Et je vous encourage, là encore une fois, il faudrait peut-être une session, je vais pas m'étendre dessus, mais l'Association européenne de l'obésité a fait des guidelines d'utilisation de ces traitements avec, en fonction des objectifs. Sur la perte de poids, si notre objectif il est essentiellement perte de poids, le tirzépatide est supérieur au sémaglutide. Sur les apnées du sommeil, le tirzépatide a une étude, le sémaglutide n'en a pas. Sur les douleurs du genou, le sémaglutide a une étude, le tirzépatide n'en a pas pour l'instant. Sur l'efficacité dans le diabète déséquilibré, c'est le tirzépatide qui est supérieur. Sur la rémission du diabète, c'est le tirzépatide. Sur les événements cardiovasculaires, je crois,
pour moi, aujourd'hui, ces traitements ne sont pas pris en charge. Quand vous voyez l'effet sur la séparation des courbes sur le cardiovasculaire, pour moi, ça me fait mal de voir les personnes avec une obésité sévère, qui ont des complications cardiovasculaires, qui sont en prévention secondaire, qui ne peuvent pas avoir ces traitements. Et c'est le sémaglutide aujourd'hui qui a une étude. Le tirzépatide, il n'a pas l'étude. On attend la même chose, mais ce n'est pas démontré aujourd'hui. Donc, dans le risque, la prévention secondaire cardiovasculaire, c'est le sémaglutide. Et puis, je passe pour ne pas être trop long. Ces médicaments remettent en question nos objectifs dans la prise en charge de l'obésité. Vous savez, on dit 5%, c'est bien. Mais quand vous avez une hypertension artérielle, on ne dit pas 5% de réduction de la pression artérielle, c'est bien. Quand vous avez un diabète, on ne dit pas 5% de réduction d'hémoglobine glycée, c'est bien. On dit qu'il faut être en dessous de 7% ou il faut être en dessous de 6,5. Pour la pression artérielle, on dit qu'il faut être en dessous de 140 au moins ou 130. Tout. Donc dans l'obésité, quand on va avoir des outils efficaces, je crois que ça sera plus 5% de la perte de poids. Ça aussi, ça a été discuté au congrès de l'obésité. Est-ce qu'il faut se fixer? Mais il y a du travail à faire. Est-ce que c'est moins de 28 d'IMC, moins de 27, moins de 26? En tout cas, il faut se fixer des cibles ambitieuses pour ces personnes. Donc, sémaglutide, tirzépatide, un nouveau paysage. Des autres traitements qui arrivent derrière, je ne vais pas passer du temps dessus, mais il y a des traitements encore plus efficaces, le rétatrutide, le double agoniste, sémaglutide, cagrilintide. Donc je passerai tout de suite au message à retenir. Pour moi, et j'hésite pas, c'est une révolution, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rentrer dans le mur, et donc j'alerte à la prudence quand même. Là, on est en train de parler, et il y a peut-être des médecins généralistes, et ça n'a rien du tout contre les médecins généralistes dans la salle. On est en train de parler tout de suite de donner la prescription aux médecins généralistes. Je crois qu'au vu de la prévalence de cette pathologie, il sera indispensable que les médecins généralistes prescrivent ce traitement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt. Nous ne connaissons pas ce que ça va faire et d'ouvrir tout de suite cette prescription avec des gens qui vont venir et qui vont, entre guillemets, harceler les médecins. Comme vous allez voir comment on va faire quand il y aura tous ces gens qui vont venir avec le traitement qui est remboursé, ils ne seront pas vraiment dans l'indication. Et comment on va faire le suivi, comment on va faire le suivi nutritionnel? Je crois, et les chirurgiens le disent, là je regrette que David soit parti, mais François Patou, qui est le chirurgien de Lille, qui aussi est important, mais en alerte en disant attention à ce que vous ne vous retrouviez pas avec les mêmes complications qu'on a eues dans la chirurgie. Sauf que quand on a des complications dans la chirurgie, on dit c'est normal, c'est de la chirurgie. Les médicaments, si on a les mêmes complications, on les tue, on ne les aura plus. Et donc c'est des outils essentiels, j'insiste beaucoup. Soyons prudents, accompagnons nos patients, ne prescrivons pas ça à la légère. C'est une révolution, c'est super pour nos patients, mais faisons-y attention. Voilà, merci pour votre attention. Merci, M. Avignon. Le professeur Noka ne pouvait pas rester, donc vous êtes seul en scène pour les questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions après ces deux interventions? Et donc, nous, on s'occupe plutôt du côté chirurgical. Et justement, il y a des patients qui nous parlent de ces nouveaux traitements. La question est effectivement que ça peut être une facilité pour certains d'accéder à une perte de poids en prenant des médicaments, mais est-ce que du coup, ça ne serait pas intéressant pour ce type de patient de rentrer dans un parcours comme pour la chirurgie bariatrique? Comme ça éviterait les écueils, et surtout que les patients soient suivis en pré, avant la prise du traitement, voir s'ils sont en capacité, effectivement, comme vous le disiez, d'être partie prenante de ce type de prise de médicaments, et d'avoir un suivi à vie comme pour les patients opérés. Le suivi à vie, de toute façon, ils l'auront forcément, puisqu'il leur faudra la prescription. À la différence de la chirurgie, où ils n'ont plus besoin de prescription, ils auront besoin de prescription. J'entends. Donc, pardon ? Pluridisciplinaire, j'entends. Et oui, bien sûr. Donc, mais au moins, le contact avec un médecin prescripteur, ils l'auront. Ça sera déjà ça. Donc, il y a, à mon avis, effectivement, au départ, comme je le disais, sur les pertes importantes de poids, les apports protéiques, voilà, en médecine, quels sont les outils qu'on va donner? Est-ce que tout médecin va pouvoir le donner? Donc, d'avoir une diététicienne, c'est quand même important. Les bilans nutritionnels, les troubles de l'image de soi, sur la perte de poids, donc la présence de psychologues. Donc, j'adhère tout à fait. Je pense que dans le long terme, après, il faut y avoir la quantité de personnes à traiter. Il ne faut pas exclure des personnes qui auraient besoin d'être traitées. Et il faut le reconnaître, nous n'avons pas la capacité d'accueillir toutes ces personnes. Donc il faut à la fois être prudent,
mais ne pas retirer à des personnes qui auraient besoin de ce traitement la capacité de l'avoir alors que les centres spécialisés vont être embouteillés. Donc c'est la balance entre les deux. Donc pour moi, il y a une première période qui est une période de surveillance. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis derrière, on sera obligé d'élargir. Mais peut-être que ça nous permettra aussi de faire la formation. Jusqu'à aujourd'hui, mais j'espère ne pas... Je ne voudrais pas blesser des personnes dans la salle, mais jusqu'à aujourd'hui, dans la médecine de ville, il y a peu d'intérêt quand on fait de la formation pour l'obésité. Parce que c'est difficile et parce que même avec une formation, ça reste très difficile. Mais avec les médicaments, je crois qu'il va y avoir des outils et que ça va augmenter l'intérêt. De toute façon, les médecins, quand ils vont se retrouver confrontés face aux patients, ils vont bien devoir et avoir envie de se former. Et donc, pendant qu'on serait sur cette phase d'expérimentation dans des centres spécialisés, eh bien, il y aurait un gros travail de formation en partenariat à faire. Ça, c'est mon avis, mais Véronique, qui s'occupe beaucoup d'obésité, peut aussi commenter. Merci. Effectivement, moi, je rejoins vos réflexions. Il y a même, je reviens du congrès de la SOFCO à Saint-Étienne récemment, il y avait des personnes qui se posaient la question, est-ce qu'ils ne devraient pas passer dans une RCP au même titre qu'une chirurgie bariatrique ? Le professeur Avignon l'a rappelé, ça risque d'être difficile en termes de volume. Et une chose qui est importante, c'est de bien rappeler déjà que c'est thérapeutique, que ce soit la chirurgie bariatrique ou les thérapeutiques médicamenteuses, s'envisagent après un parcours de soins, comme le rappelle les recours HAS récentes, en deuxième intention, après une prise en charge globale, adaptée, diététique, activité physique, psychologique et autres, dans la sexualité. Il y a plein de choses à voir dans la prise en charge de l'obésité, on le sait bien. Donc c'est déjà dans un second temps et à vie, et ça c'est extrêmement important. Alors du coup, on regrette que le professeur Anoka soit parti sur une urgence, mais la question, l'intérêt aussi de la discussion ce matin, chirurgie, médicaments, est-ce que les choses se confrontent ? Certainement pas. On est dans des choses complémentaires sur un parcours de soins. En tout cas, si prescription d'une thérapeutique médicamenteuse, on part sur une prescription à vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, à vie dans le suivi, à vie dans le coût. Et juste pour compléter, avant de vous redonner la parole, il y a un groupe du professeur Dys et de Judith Aron de Paris qui est en train de réfléchir justement à donner des recommandations de bonnes pratiques pour le suivi des personnes sous traitement médicamenteux qui devraient voir le jour en septembre prochain. Peut-être d'ailleurs on repartagera ces données sur la prochaine journée du CSO. Peut-être d'autres remarques? Oui, j'ai une question, professeur Avignon. Qu'est-ce que vous conseillez quand nous sommes déjà à la dose maximale, par exemple d'Ozempic, et les buts thérapeutiques du poids n'est pas atteinte? Quand on est sous la dose maximale oui. On change des molécules, on les passe en chirurgie bariatrique. C'est quoi votre prise en charge? La prise en charge, elle est comme pour toute personne qui a un problème de poids. Déjà sous Ozempic, je vais lui parler quand même déjà de passer sous Wegovy, c'est donc la même molécule mais en plus puissant, ou de passer sous tirzépatide. Et puis, moi, j'ai l'habitude de présenter toutes les options aux personnes. Donc, je leur présente les traitements médicamenteux, je leur parle des traitements chirurgicaux, je leur parle des SMR qui sont spécialisés, je leur ouvre le panel. Et puis, de toute façon, on le sait très bien, l'obésité est une maladie chronique, et je ne connais pas une seule maladie chronique où il n'y a pas des personnes qu'on n'arrive pas à emmener à la cible thérapeutique qu'on s'est fixée. Et on continue quand même d'accompagner ces personnes pour les comorbidités, pour le soutien psychologique, pour ces choses. C'est la même maladie que les autres. Et ça, c'est terrible parce que dans le poids, on dit, mais on est en échec et on y arrive. Mais si on y arrive, on accompagne les personnes, on est présent pour elles, on regarde les comorbidités, on traite les comorbidités, et puis oui, tout le monde n'atteint pas la cible de poids qu'on s'est fixée. Comme tout le monde n'a pas un asthme équilibré, comme tout le monde n'a pas un diabète équilibré, comme tout le monde n'a pas une pression artérielle équilibrée, eh bien tout le monde n'a pas un poids qui atteint la cible qui serait souhaitable. Peut-être juste pour compléter, rappeler que cette publication du Lancet en début d'année, au-delà de l'indice de masse corporelle, la définition de l'obésité s'inscrit aussi dans le fameux rapport tour de taille sur taille supérieur à 0,5. C'est vraiment un message fort aujourd'hui, tour de taille sur taille. On dépasse l'indice de masse corporelle, donc au-delà de côté poids, on se défocus un peu. Et il y a aussi ce paramètre-là qui est extrêmement important, en plus de la prise en charge des comorbidités,
du retentissement fonctionnel, deuxième définition de l'obésité, et des retentissements psychologiques, troubles du comportement alimentaire, dépression. Hein. Donc on dépasse véritablement le focus d'un poids, d'un indice de masse corporelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut donner ces traitements aux enfants ou aux Claire ados? n'est pas là. Elle m'avait prévenu, elle m'avait dit, oui, vous ne parlez pas. Je crois que l'autorisation de mise sur le marché, elle est à partir de 12 ans. Les études sont à partir de 12 ans. Après, réfléchissons bien. Je donne un traitement pour le reste de la vie. Mais là aussi, si on définit que c'est une maladie, il n'y a pas de raison, si un enfant diabétique, on lui donne un traitement pour le reste de sa vie sans se poser la question. Donc déjà, nous, soignants, il faut bien intégrer que c'est une maladie. Et que donc, comme c'est une maladie, on va le traiter pour le reste de sa vie. Le problème, c'est les gens et les personnes. Je crois que déjà, nous, soignants, nous faire intégrer ce message, c'est peut-être pas toujours gagné. Mais maintenant, il va falloir que la population l'intègre. Et donc, on se retire de cette stigmatisation. Moi, maintenant, il ou elle a perdu du poids, il n'a qu'à apprendre comment manger, paf, il n'y a qu'à arrêter. Et puis, toujours, c'est comme les gens qui sont en plateau. Je prends le traitement, je me retrouve à un poids qui est le poids souhaitable. Les gens, ça va les démanger d'arrêter. Ça va les démanger d'arrêter. Et puis, bien sûr, la question sur les pertes, parce que là, j'ai parlé des pertes musculaires, mais les pertes osseuses au moment de la croissance, mais ça, j'aimerais mieux, je ne sais pas si Claire veut faire un commentaire. Là, il y a quand même une perte osseuse dans l'amaigrissement. Il y a des risques de carence nutritionnelle. Donc, pour moi, oui, on peut les utiliser. Mais alors là, je serais intransigeant. Il faudrait que ça soit dans des centres spécialisés avec un accompagnement pluriprofessionnel. Claire, je ne sais pas si vous... Merci Claire. Je pense que ces traitements, on commence à les connaître chez l'adulte, vous les utilisez beaucoup. Chez l'enfant, je pense qu'il faut rester très prudent, notamment que l'AMM, il est à 12 ans, mais à 12 ans, un enfant, il n'a pas forcément fini sa croissance, notamment les garçons, il n'a pas fini sa puberté. Et surtout, quand on en est à des stades d'IMC où on aurait envie d'utiliser ces traitements pour les enfants, c'est que très probablement il y a énormément de choses à revoir en parallèle aussi sur le cadre de vie, l'éducatif, comment se sent l'enfant, le social en général, le psychologique, certes l'alimentation aussi, mais je pense que ça ne doit jamais être une réponse première de proposer ces traitements. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas l'évoquer. Et nous, ce qu'on a décidé pour la filière pédiatrique, c'est tous les dossiers pour lesquels on aimerait proposer un traitement. D'ailleurs, c'est en cours de travail, donc c'est en projet en ce moment, mais en tout cas de les présenter en RCP, qu'on fait avec l'Institut Saint-Pierre, pour discuter des dossiers, discuter de l'accompagnement global qui est mis autour de l'enfant. Et qu'il n'y ait pas de... Après, chaque médecin, bien sûr, peut prescrire ce traitement, mais nous, en tout cas, notre avis et ma position, notre position, si je peux me permettre, c'est de dire qu'il faut que ces dossiers soient présentés en RCP, en fait, d'abord. Parce qu'on n'a pas beaucoup de recul et que si on fait le tour des centres pédiatriques, pour l'instant, on a peu de retours des centres pédiatriques, vu qu'on est sur l'Occitanie, typiquement Toulouse. Ils ne les traitent pas, les patients, pour l'instant. Donc, je pense qu'il faut être très prudent. Et on parlait des apports protéiques et de la masse musculaire. Ce qui est en cours aussi de travail, c'est de faire des bilans vitaminiques complets et de vraiment bien suivre ces enfants qu'on décidera de traiter. Non, du coup, je ne vais rien dire de plus. La question qu'on se posait, c'était de savoir si on ne pouvait pas obtenir une perte de poids plus progressive avec des doses plus faibles chez les enfants, justement, parce que ce qu'on craint, c'est un peu comme la chirurgie bariatrique, c'est pour ça qu'on ne le fait pas avant la fin de la puberté, de la croissance. Si on mettait une dose plus faible, parce qu'on voit des enfants, c'est vrai que moi je suis toujours très impatiente d'arriver à les traiter, et on en parle beaucoup, parce que c'est vrai que je brûle de pouvoir traiter ces enfants qu'on suit déjà depuis des années, pour lesquels on les voit prendre du poids, et là je me dis, enfin on a un truc, et voilà, et je me dis, alors peut-être que si effectivement on y allait plus progressivement et avec des doses plus faibles et qui permettaient une stabilisation chez des enfants qui prennent déjà beaucoup, une stabilisation, voire une perte de poids minime,
qui permettraient de ramener tout doucement leur IMC dans la normale. Est-ce que ce ne serait pas une bonne solution ? Je suis, mais y compris chez l'adulte, on n'est pas du tout obligé d'aller aux doses maximum. C'est vrai que ces études, les laboratoires, on les comprend, ils ont voulu montrer la forte efficacité. De toute façon, c'était indispensable pour arriver sur le marché. Mais maintenant, à nous de les utiliser. Je dirais comme dans les antidiabétiques, on ne les donne pas tous à dose maximum et on ne met pas tout le monde sous 100 unités d'insuline. Je pense que c'est une excellente proposition et à discuter. C'est pour ça qu'encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous, prudence. Après, ça serait dommage. C'est une maladie qui donne du handicap, qui donne des complications. Donc il y a des traitements efficaces, ça serait dommage, on ne peut pas les rejeter. Maintenant, la grande prudence et la discussion de comment on fait, elle se pose forcément. Et oui, j'adhère complètement à cette proposition. Je voudrais juste rajouter sur la version adolescent, comme chez l'adulte, que ces traitements s'associent à des contraceptions efficaces adaptées, notamment chez la jeune adolescente, mais après aussi, c'est extrêmement important de le rappeler puisqu'on n'a pas encore d'études suffisamment rassurantes par rapport au risque tératogène. Donc, contraception efficace adaptée à la personne en situation d'obésité. Alors merci. On va être obligé de conclure. Parce qu'on avait déjà pris un peu de retard. Donc merci à tous, merci au professeur Avignon. Et du coup, c'est pause. Donc, je m'appelle Jade, je suis enseignant APA à la clinique Aurore Méditerranée. Du coup, on va vous faire une petite pause active. On parle de chirurgie et de médicaments depuis ce matin, mais aussi l'importance de l'activité physique. C'est vrai que c'est une prise en charge pluridisciplinaire, le côté psychologique, le côté nutritionnel. Et du coup, la prise en charge pluridisciplinaire, et notamment au niveau de l'activité physique, on a parlé des enfants, et aussi le côté adulte, les habitudes de vie, et donc l'activité physique est une partie qui est importante comme le reste, et à inculper dès le plus jeune âge, avec du coup un équilibre de vie, forcément, sans doute tous. Et on va vous faire une petite présentation avec Clément sur l'activité physique, mais sous forme de petites pauses actives. Donc on va lancer la musique, on va vous donner des petits mouvements. Si jamais il y a des douleurs ou quoi que ce soit, vous adaptez les mouvements. On est là, on garde un œil sur vous toutes et tous. Et donc voilà, donnez le meilleur de vous-même. Premier exercice, du coup, marche sur place avec le balancier des bras classique. Petite la musique avec Maradona qui s'échauffe pour ceux qui connaissent. Donc sur quelques secondes. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet de la stigmatisation en gynécologie obstétrique. Et vous allez voir que c'est bien d'avoir choisi un gynécologue obstétricien parce que pour la stigmatisation, vous le verrez, on est quand même plutôt très fort. Trois objectifs, je vais vous illustrer la problématique. Moi, mon habitude, je fais quasiment 99% d'obstétrique, donc je vais vous parler de ce que je connais pour illustrer un peu le propos. Je vous ferai le lien entre la stigmatisation et ce qu'on appelle le concept des violences gynécologiques et obstétricales. Et puis on verra ensemble un peu comment on peut agir, même si je sais très bien que face à cet auditoire, vous savez déjà probablement comment il faut faire. Alors, la situation d'obésité et grossesse en France, on a des données, les données de l'enquête nationale périnatale qui se fait à peu près tous les 5-6 ans. Donc il y a une enquête sur une semaine où on enregistre toutes les informations des grossesses dans toutes les maternités, des accouchements dans toutes les maternités de France. Alors c'est pas suffisant, on l'a que tous les 5-6 ans, c'est très largement insuffisant même, je dirais. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un registre des naissances, peut-être que vous l'avez entendu dans la presse généraliste et spécialisée. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a aujourd'hui, alors c'était en 2021, il y avait environ 37% des femmes qui étaient en surpoids quand elles accouchaient, et des femmes qui ont un IMC supérieur à 30, on en avait 14,4%. Je ne vous ai pas mis la diapo, mais quand on compare aux pays européens, on est plutôt mieux qu'un certain nombre de pays européens. Par exemple, la Hongrie, où il tourne aux alentours de 30% de femmes avec un indice de masse corporelle supérieur à 30, mais aussi l'Angleterre, qui se situe entre 25 et 30%. Donc on sait bien que la France est plutôt mieux en termes de fréquence, mais c'est tout de même une problématique qui peut être considérée comme importante. Pourquoi c'est une problématique importante ? Et je vais
vous donner quelques éléments sur les conséquences, et c'est souvent comme ça que les topos sont abordés dans notre sphère en gynécologie obstétrique. Rapidement, on sait qu'il y a un impact sur la fertilité, on sait très bien que ça augmente les complications métaboliques, le diabète, et que la prise en charge va diminuer les complications. Il y a aussi plus d'hypertension artérielle, de prééclampsie, il y a plus de phlébite, d'embolie pulmonaire. Les accouchements sont grosso modo plus difficiles, il y a plus de déclenchements, en particulier en raison d'une grossesse prolongée, ce qu'on appelle un terme dépassé. Il y a un peu plus de césarienne. Ça fait très peur à nos anesthésistes quand on a une patiente qui a un IMC supérieur à 40, même si ce n'est pas toujours forcément justifié. Et puis le postpartum est aussi un petit peu plus compliqué. C'est des femmes qui ont plus de difficultés à allaiter pour différentes raisons. L'abord de leur propre corps, l'ocytocine qui interagit avec la leptine et qui fait que l'allaitement est plus difficile. Il y a plus d'infections de parois forcément puisqu'il y a plus de césariennes. Et elles ont aussi plus de rétention de poids puisqu'elles ont déjà par nature de la facilité à prendre du poids. Donc vous imaginez bien qu'après la grossesse, c'est encore plus difficile. Les conséquences sur le fœtus et sur le nouveau-né, elles sont aussi bien connues. On sait qu'il y a plus de malformations, plus de gros bébés, ce qu'on appelle la macrosomie, donc plus de dystocie des épaules, plus de morbidité périnatale globalement. Plus tard dans l'enfance et à l'âge adulte, c'est ce qu'on appelle le cercle intrafamilial, et c'est un peu le modèle américain, c'est-à-dire qu'on a des parents qui sont en situation d'obésité, et ça va d'une certaine manière faciliter la survenue d'une obésité de l'enfant, cette obésité qui va être plus précoce, plus sévère et encore plus importante que celle de ses parents. Et on a véritablement une sorte de cercle, entre guillemets, vicieux, qui n'est pas que lié au mode de vie. On sait aussi qu'il y a un phénomène de programmation lié à la vie fœtale, avec ce qu'on appelle le concept des 1000 premiers jours, c'est-à-dire qu'on a des modifications épigénétiques liées à l'alimentation de la maman, au stress, aux perturbateurs endocriniens, qui vont aussi favoriser la survenue de cette situation d'obésité dans la famille. Alors souvent, le topo, il s'arrête là. Alors il est un peu plus long en gynéco-obstétrique quand on me dit il faut faire un topo sur l'obésité. Ou je vous ai mis un peu ma référence qui est un peu ancienne, qui date de 2011, mais parce que c'était comme ça qu'on l'avait abordé. C'est une grossesse à risque, plus de difficultés, surtout du point de vue des soignants, parce que c'est probablement pas le cas du point de vue des femmes. Il faut prendre en charge, et la grossesse, c'est une fenêtre d'opportunité pour agir. Et c'est souvent comme ça qu'on envisage les choses. Mais, quand on y regarde de plus près, ça n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez vu, 14% des femmes qui sont en situation d'obésité, 37% qui sont en surpoids. Mais quand on regarde la fréquence des complications, finalement, je le dis souvent aux étudiants, c'est du x2, x3, ce qui en médecine n'est pas si important que ça. Je ne veux pas diminuer l'importance de la prise en charge de l'obésité à quelques moments de la vie que ce soit, mais il ne faut pas non plus stigmatiser les femmes obèses en leur disant « je ne peux pas vous prendre en charge juste parce que vous êtes en surpoids ». Et c'est ce qui est arrivé la semaine dernière à une patiente dans une clinique privée de la métropole où à 38 semaines, on lui a dit, l'anesthésiste, pour ne pas le citer, « je ne peux pas m'occuper de vous, vous êtes trop grosse, je ne pourrai pas vous poser la péridurale et je ne pourrai pas vous intuber ». En plus, c'est une femme charmante qui dit elle-même « bah oui, en effet, mes épines, on ne les sent pas très bien. Alors moi, je les ai palpées, je ne suis pas anesthésiste, mais je les sens. » Et vraiment très gentille, qui attendait depuis 6 mois qu'on lui dise « eh bien, dites-moi si vous pouvez me prendre en charge ». Elle attend, on ne lui dit jamais rien. Et à 38 semaines, on lui dit « non, ce n'est pas possible ». Ça, ce n'est pas acceptable, ce type de prise en charge. C'est véritablement le cœur même de la stigmatisation, alors que le risque est somme toute probablement relativement modeste. C'est une femme hyperactive qui fait du sport. En effet, elle a un IMC qui est à 43. Elle a pris très peu de poids pendant la grossesse. C'est probablement une situation qui va vraiment très très bien se dérouler. On ne peut pas en être certain, mais le risque d'intubation, par ailleurs, de devoir l'endormir est extrêmement faible. On sait aussi qu'il y a des complications du travail et de l'accouchement, mais vous voyez, là aussi, les risques ne sont pas non plus majeurs. De là à pointer du doigt ces femmes et à leur dire qu'il faut qu'elles accouchent toutes dans des maternités de type 3, c'est pas du tout la question. Et d'ailleurs, je suis même obligé de zoomer pour vous montrer l'augmentation des déchirures, des périnées du 2e ou du 3e ou du 4e degré, parce que sinon, et vous voyez bien qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences dans un certain nombre de situations. Alors, il y a 2 mots qui ne semblent pas aller ensemble, et pourtant, c'est ce qu'on vit au quotidien, ce sont les mots de soins et les mots de stigmatisation. Il n'empêche que ça existe. On sait bien qu'il y a une différence de soins des femmes par rapport aux hommes de façon générale dans la médecine, c'est historique,
parce que la médecine a été construite par des hommes. Elle s'est beaucoup construite, en particulier pour ce qui est de la chirurgie qui est les chirurgiens qui sont ensuite devenus des obstétriciens autour de la guerre. Et je vous invite à lire le livre de George Sheldon, Les Princes du sang, qui explique vraiment comment on en est arrivé à la chirurgie et en partie à l'obstétrique. Et on voit bien pourquoi, historiquement, les femmes sont moins bien prises en charge que les hommes. Et dans la question de l'obésité, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est encore plus flagrant. Et puis après, il y a les attitudes. Et là, on va attaquer un peu le dur. Il y a d'abord les informations qu'on donne à ces femmes. Quand on dit à quelqu'un « je ne pourrai pas vous poser la péridurale », alors en plus, elle n'en veut pas, c'est ça qui est amusant, eh bien, quelle information on lui donne? Ou quand on dit « l'obésité est une grossesse très à risque », c'est feu rouge, j'ai déjà entendu. Ça n'est pas vrai. C'est une information. C'est une grossesse qui est un peu plus à risque qu'une grossesse normale, mais ce n'est pas les grossesses les plus compliquées. Quand j'étais étudiant et quand j'étais interne, on m'a dit il faut peser les femmes tous les mois. Et d'ailleurs, des fois, je n'arrive pas à m'empêcher de le faire, parce qu'il faut le noter dans le dossier. Après, on va dire il ne note pas le poids. Mais on ne m'a jamais expliqué pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, comment il faut l'amener, et puis à quoi ça sert et comment on va en discuter avec la femme. Et puis, pendant la grossesse, on est les champions du monde, hein, les gynécos, les sages-femmes, pour les injonctions contradictoires sur l'alimentation et l'activité physique. Ah, surtout pendant la grossesse, il ne faut plus faire d'activité physique. Et pourtant, la littérature démontre que l'activité physique est bénéfique pour la grossesse, sur plein de plans. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est un sujet qui est passionnant, alors qu'en revanche, le repos est délétère. Et puis après, vous avez l'image de la société. Donc j'ai pris cette image de cette influenceuse, qui est une influenceuse, vous voyez bien, extrêmement mince, voire même maigre, et qui est très heureuse de montrer qu'elle n'a pas pris du tout de gras pendant toute sa grossesse. Et c'est ça qui n'est pas normal. Et on va valoriser cette partie-là dans la société. Alors il y a plein de témoignages. Moi, j'ai entendu des choses. Quand j'étais interne, je me souviens très bien d'un tour en suite de couche où on disait, la baleine du sang neuf. Elle se comporte comme une grosse baleine, la dame du sang neuf. Comme ça, dans le couloir. Le problème, c'est qu'elle l'a entendu, parce que la porte était à moitié ouverte. Vous voyez des mots qui sont extrêmement violents. Ça, on les entend. Et les femmes, elles témoignent de ça. Elles témoignent de ces stigmatisations. Quand vous prenez les chiffres de la Ligue contre l'obésité, je ne sais pas si vous connaissez ce questionnaire qui a été fait par Odoxa, qui est vraiment très intéressant, 47% des femmes en situation d'obésité ont vécu une situation de stigmatisation, dont 19% dans le milieu médical. Je trouve que c'est un chiffre vraiment très important. Alors, ce n'est pas que de la gynécologie obstétrique, probablement. Et puis après, vous avez les réseaux sociaux. Et en 2015 est apparu le fameux hashtag « Paye ton utérus ». C'est une étudiante en pharmacie qui, face à ce qu'elle avait vécu dans un cabinet de gynécologie, a lancé ce hashtag qui a complètement explosé et qui a bouleversé le milieu de la gynécologie obstétrique. Par exemple, va falloir perdre un peu tout ça, en montrant mon ventre avant de faire des enfants. Gynéco et nutritionniste. Un gynéco et une femme dont la grossesse voulue se fait attendre. Vous devez perdre du poids. C'est à cause de cela que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Après avoir lu mon poids sur la balance, et sinon, vous faites du sport? Ouh là là, je ne vais pas vous prescrire la pilule. Je ne voudrais pas que vous preniez du poids. Hashtag paye ton utérus. Quand le gynéco ne veut plus te recevoir en consultation tant que tu n'auras pas perdu du poids. Donc ça, c'est vraiment la menace. La jeune femme complexée par son poids qui envisage une grossesse et à qui on dit « Vous comptez rouler quand vous serez enceinte ?» Madame, il va falloir perdre du poids. C'est pour vous que je dis ça, pendant la césarienne, quand tu entends juste ça alors que tu es en train de te faire recoudre. Bon, quand même, j'en ai mis un positif. Mon gynéco est une perle et je crains son départ à la retraite et surtout sa remplaçante en lisant le hashtag « Paye ton utérus ». Alors l'OMS, les gynécos, ils ne supportent pas l'idée qu'on puisse dire qu'il y a des violences gynécologiques et obstétricales. Je me souviens très bien d'Israël Nizan, président du collège, se levant, on était dans un grand amphi comme ça au ministère, et disant à Marlène Schiappa, « Madame la ministre, il n'y a pas de violence gynécologique et obstétricale, les gynécologues ne sont pas violents. » Bon, en fait, il a complètement tort. On sait qu'il y a beaucoup de gynécologues qui, malheureusement, ont été éduqués dans une forme de violence, mais parce qu'on les a mal éduqués. Après, c'est en train de bien évoluer. Les jeunes générations sont en train de changer.
heureusement, ça évolue, mais ça évolue plus lentement que n'évolue la parole des femmes. Alors l'OMS, depuis très longtemps, s'était penché sur cette question parce que les violences gynécologiques obstétricales en France, c'est 2015. En Amérique latine, c'est dans les années 90. Et donc, eux, ils parlent plutôt de soins maternels respectueux. Et vous avez cette étude qui fait vraiment date, qui est l'étude de Boren, que tout le monde utilise, tous les gens qui s'intéressent à cette question. Alors, il y a des gens qui nous disent ça n'existe pas, il n'y a pas d'études. Bon, Boren, en 2015, il avait quand même trouvé 65 études sur les mauvais traitements infligés aux femmes. Hein. Donc, ça existe. Et vous voyez que la maltraitance, il lui donnait 7 dimensions, je n'ai pas le temps de développer, mais il y en a 2 qui sont importantes, c'était la violence verbale et la stigmatisation, la discrimination, incluant le racisme et la stigmatisation des femmes en situation d'obésité, entre autres. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans la fertilité, dans la contraception, ces femmes vont rencontrer des difficultés à concevoir. Et on va leur dire, tant que vous ne perdez pas de poids, je ne vous fais pas de PMA. Alors là aussi, les métiers de la PMA ont bien évolué, et il y a des débats en ce moment sur est-ce qu'il faut vraiment pousser les femmes à perdre du poids. Est-ce qu'il faut retarder la PMA, puisque ces femmes vieillissent aussi, font des bébés de plus en plus tard, et la question se pose. Et enfin, le débat est mis sur la table dans pas mal de congrès de gynéco. Alors, elles peuvent aussi être découragées ou refusées par le milieu pour certains traitements. Puis il y a aussi beaucoup de préjugés qui concernent leur sexualité et aussi le besoin de contraception, et ce qui peut amener à des conseils inadéquats, une mauvaise prise en charge. Par exemple, j'ai entendu une femme à qui on a dit « je ne peux pas vous poser de stérilet parce que si vous perdez du poids, il va tomber ». Enfin, c'est fou qu'un médecin puisse dire ça. Il n'y a absolument pas une seule cellule graisseuse dans l'utérus. L'utérus, c'est un muscle. Mais c'est vrai, c'est des choses qu'on entend. Alors la grossesse chez les femmes obèses est souvent marquée par des jugements et des préjugés, on le sait, c'est quelque chose qui est assez commun, et ça va vraiment affecter leur expérience de la grossesse et leur accès aux soins dans un moment particulier qui est émotionnellement très à risque. 20 à 30% des femmes vont faire une dépression du postpartum. Si en plus on leur rajoute de la stigmatisation, eh bien c'est vraiment très embêtant. Et puis on a un vrai élément qui est la déviance de pratique. Il y a des femmes à qui on fait des césariennes juste parce qu'elles sont en situation d'obésité dans certaines équipes. Moi, j'étais allé à Détroit, aux États-Unis, parce que je voulais me former aux techniques de césarienne dans les situations d'IMC très élevées. Et bon, à Détroit, ils ont vraiment une grande expérience de ce type de situation. Et je m'attendais à voir plein de césariennes, mais en fait, pas du tout. Ils font énormément d'accouchements par voie basse et ils ont quasiment les mêmes indications que nous de césarienne. Alors, ils en ont forcément un petit peu plus, puisqu'on sait que l'obésité la favorise, mais en termes de pratique, finalement, ils n'en ont pas tant que ça parce que, au quotidien, ils gèrent ces femmes comme ils géraient une autre femme, indépendamment de leur corpulence. Et puis, surtout, chez nous, c'est un gros manque d'anticipation. Moi, je ne comprends pas. Enfin, j'ai connu ça à Lille, mais quand je suis revenu des États-Unis, justement, en 2007, où on s'était, au niveau régional, grâce à l'ARS, positionné en disant on ne peut plus accepter qu'une femme nous soit transférée à 38 semaines juste parce qu'on lui dit « je ne peux pas m'occuper de vous en raison de votre poids ». Et ça avait bien marché. Et là, à Montpellier, on est en train de le mettre en place, mais on a pas mal de retard. Et puis l'impact psychologique, vous le savez, la stigmatisation va entraîner une baisse de l'estime de soi, de l'anxiété, de la dépression. Les femmes qui m'ont dit « moi je me sens comme un bout de chair et je ne veux plus jamais aller voir un gynécologue, c'est pas possible, c'est plus possible pour moi ». Donc elles se font plus dépister, elles se font plus le dépistage du cancer du col, elles se font plus le dépistage du cancer du côlon plus tardivement, elles font plus le dépistage du cancer du sein, etc., etc. Alors bien entendu, on sait bien, ce n'est pas forcément des gens qui sont toujours très heureux dans leur corps, mais certains le sont, n'ont pas de problème avec ces kilos en trop, et il faut aussi qu'on accepte qu'elles soient pour elles-mêmes, de toute façon, à différents stades de Prochaska, parce que voilà, elles n'ont pas forcément envie de changer, et on n'a pas à leur imposer un changement qui nous paraît bien. Mais là, c'est la norme éducationnelle qu'on nous a imposée. Alors comment agir ? Donc clairement, il faut qu'on aille du paternalisme dans lequel moi j'ai été probablement fortement éduqué, à l'approche centrée sur le patient, vers aujourd'hui un véritable partenariat de soins. Et on a beaucoup à apprendre en questionnant les patients, en les faisant agir comme un partenaire, non pas comme quelqu'un à qui on apporte uniquement notre savoir. Je pense qu'il faut vraiment former les professionnels de santé sur les préjugés liés au poids. Moi, en tant qu'étudiant, je pense qu'on m'a fait
à prendre dans une vision normée. Il y a les malades, il y a les bien portants, et puis les obèses, finalement, seraient des malades en puissance, d'une certaine manière. Alors, pardon de dire ça, mais je crois vraiment que c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Et c'est inacceptable. Sans vous dire tout ce que j'ai entendu quand j'étais étudiant au début de la chirurgie bariatrique, où on faisait volontairement attendre les femmes, où j'avais même un patron qui était un patron formidable. Il était exceptionnel d'intelligence, de qualité médicale et la plupart du temps de qualité avec des patients. Mais pour les femmes en situation ou les hommes en situation d'obésité, il était persuadé qu'il fallait leur rentrer dedans. Et donc, il leur disait, quand les femmes, elles arrivaient, elles disaient, ah, vous savez, professeur, je suis en consultation, il disait, mais vous savez, je mange rien et je n'arrive pas à maigrir. Il leur disait, madame, à Auschwitz, il n'y avait pas d'obèses. Alors, moi, je n'osais rien dire. C'est un peu antisémite, on va se le dire. Et en plus, c'est une vraie stigmatisation. Alors, c'était il y a... Enfin, voilà, j'ai 50 ans, c'était il y a 30 ans. Donc, heureusement, je pense que plus personne n'oserait dire ça. Mais vous voyez, moi, en tant qu'étudiant, j'entendais ça. Donc après, je peux aussi reproduire cette forme de stigmatisation. Donc c'est important d'intégrer ça dans les modules de formation de nos étudiants. On ne le fait pas en gynéco, par exemple. C'est quelque chose qui est relativement peu abordé. Il faut vraiment promouvoir une approche empathique et inclusive dans les soins de santé. Il faut qu'on améliore nos pratiques cliniques, ça c'est évident. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, à la manière dont on le dit. Il faut qu'on se reprenne les uns les autres quand on a des dérapages, même si c'est pour plaisanter. Il faut assurer la confidentialité, la sensibilité des mesures anthropométriques. Ça ne doit pas être systématique. Moi, maintenant, je pose beaucoup la question, est-ce que ça vous embête si on parle de votre poids ? Est-ce que ça vous embête si on parle de la prise de poids pendant la grossesse ? Plutôt, c'est une meilleure manière de l'aborder. Est-ce que vous avez envie de vous peser ici en consultation ? Vous préférez éventuellement me dire le poids ou pas me le dire parce qu'en fait, ce n'est pas une information qui est très importante pour moi. Et il faut aussi utiliser un langage qui est très centré sur la personne, vous le savez, sans jugement, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on juge aussi d'une certaine manière, et impliquer les individus dans la prise de décision partagée, c'est le concept même de médecine partenariale. Donc pour conclure, c'est un problème complexe, ce n'est pas si simple, parce qu'on doit changer de paradigme, mais qui nécessite une vraie attention particulière. Mais je sais bien que vous êtes très sensibilisés et que nous, on a beaucoup d'efforts à faire en gynécologie obstétrique pour travailler ensemble afin d'améliorer les soins et le bien-être de ces femmes et en partenariat avec les femmes elles-mêmes, les associations de patientes. Et je trouve que du point de vue des associations de patientes, elles sont peut-être pas... en tout cas, on n'a pas suffisamment de lien avec elles sur la question de la gynécologie et c'est un point sur lequel il faut qu'on avance. Donc il faut sensibiliser les professionnels de santé pour lutter contre la stigmatisation, améliorer la formation médicale et évidemment promouvoir une approche parfaitement empathique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Je crois qu'on aimerait tous cloner vos mots, les porter dans tous les hôpitaux et dans toutes les spécialités. Donc merci pour ce partage. J'ai une petite question. Au jour d'aujourd'hui, dans les staffs PMA, vous avez abordé la question de la PMA, qui est une question extrêmement importante, où parfois on peut être en opposition, ou du moins en discussion entre du coup médecine de l'obésité et gynéco-obstétricien. Dans quel cas vous contre-indiquez en 2025, chaque parcours étant individuel, la possibilité d'avoir recours à une PMA dans une situation d'obésité ? Alors, je fais pas de PMA, donc c'est très difficile de répondre. L'autre jour, j'ai assisté à un très bon topo qui était fait par Geoffroy Robin. Pour lui, finalement, évidemment, c'est pas une question de contre-indication, c'est une question de chance de succès. Et qu'en fait, évidemment, tout au long de l'augmentation, si on prend l'IMC, les chances de succès diminuent. Qu'après, la femme soit informée de cet élément et qu'elle dise, bah oui, en effet, c'est une bonne raison pour m'engager dans un parcours de prise en charge de mon obésité, ça, c'est quelque chose de bien. Mais on ne peut pas lui dire, on ne va pas tenter juste parce que vous avez un IMC supérieur à 40, parce qu'il y a quand même des chances de succès. Alors après, c'est toujours pareil. L'indice de masse corporelle n'est pas un élément suffisant. On ne va pas avoir du tout la même attitude chez quelqu'un qui a 20 ans ou chez quelqu'un qui a 35 ans. Mais en même temps, à 35 ans,
Est-ce qu'on va réussir à obtenir une perte de poids suffisante et suffisamment rapide pour pouvoir lui permettre réellement d'obtenir une grossesse par PMA? J'ai la faiblesse de penser que non, parce que c'est déjà un peu tard et qu'à mon avis, il vaut mieux tenter. La France, on sait qu'elle a du retard dans les techniques de PMA par rapport à d'autres pays parce qu'on avait moins la possibilité de se développer techniquement. D'autres pays, l'Espagne, la Belgique, ça leur pose moins de soucis, toutes ces questions, quel que soit l'âge, quel que soit le surpoids. Ils n'ont pas ces débats que nous, on peut avoir et ils ont des forces de frappe qui sont beaucoup plus importantes. Et peut-être pour compléter, il y a les recommandations américaines disent qu'il ne faut pas en tenir compte. Il y a une étude espagnole alors, qui est rétrospective, qui n'est pas sur ce qu'on a mis dans des programmes d'amaigrissement. Je vais dire le mot amaigrissement volontairement et voir ce qui se passe. Mais ils ont essayé de quantifier. Effectivement, ils mettent en évidence que l'IMC est corrélé à la réussite de la PMA. Mais ils ont essayé de quantifier combien est-ce qu'il faudrait perdre de poids pour justifier le fait de laisser vieillir une femme pendant tant de temps. Bien sûr. Et grosso modo, la conclusion, c'est que passé 35 ans, il ne faut pas. Enfin, il faut y aller avant et que le temps perdu est finalement une plus grande perte de chance que ce qu'on pourrait potentiellement gagner derrière sur une perte de poids par chirurgie ou par traitement ou par accompagnement simplement. Juste une petite question parce que je ne suis pas du tout obstétricienne. Ça veut dire que pour une PMA chez une femme en situation d'obésité, on réclame toujours qu'elle perde du poids avant ou on peut... Actuellement, moins, mais ça a été vraiment le leitmotiv. Revenez me voir quand vous aurez perdu 5 kilos. C'était ça. Ben moi, je l'ai entendu quand j'étais interne et que je traînais dans les consultations, même si j'ai peu fait d'infertilité, on leur disait vraiment ça. Ouais, on ne vous permettra pas d'accéder à la PMA tant que vous n'aurez pas perdu du poids. C'était une menace. Ah oui, d'accord. Vraiment, vraiment. Ah oui. Et c'est très centre-dépendant. Et c'est très centre-dépendant. À Montpellier, puisque c'est la partie que je connais, je ne suis pas obstétricien et je ne suis pas gynécologue, il y a un relationnel qui s'est créé, qui est beaucoup plus fluide. Après, la question de profiter de ce moment-là, et notamment pour les périodes d'attente des procédures, et notamment chez les couples ou les femmes qui sont en attente de gamètes, puisque vous pouvez avoir 2-3 ans d'attente pour les gamètes, l'idée c'est de profiter de ce temps d'attente effectivement pour mettre en place des choses. Mais c'est beaucoup moins bloquant qu'il y a quelques années encore. En fait, l'idée c'est que c'était la manière de l'annoncer. C'était si vous ne perdez pas de poids, je ne m'occupe pas de vous. Ce qui n'est pas la même chose que de dire, bien, si vous perdiez un peu de poids, même 2-3 kilos, ce qui est un objectif qui peut sembler potentiellement acceptable à court terme, eh bien, on améliore un peu les chances de succès de la PMA, oui, et encore plus si vous perdez encore plus de poids. Et comme on sait que les délais de la PMA peuvent être relativement longs, en plusieurs mois, eh bien, à ce moment-là, on est dans une relation partenariale en disant « aidez-nous, aidons-nous ». Et pas, si vous n'avez pas perdu de poids, je ne m'occupe pas de vous. Oui, donc c'est plus sur les chances de réussite de la PMA. Quoi. Exactement. Voilà, c'est d'améliorer les chances. Merci. Est-ce que du coup, il y a un suivi un peu plus rapproché, justement, quand on accède à la PMA et qu'il y a une grossesse donc, chez une femme en situation d'obésité, justement parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut qu'elle ne prenne pas du tout de poids pendant la grossesse, justement, il y en a même qui essayent de perdre du poids pendant la grossesse. Enfin, est-ce qu'il y a une surveillance, du coup, un peu plus rapprochée Il y a une surveillance, mais qui est liée à nos difficultés, particulièrement échographiques. On sait bien que la situation d'obésité peut, chez certaines femmes, pas toutes, nous mettre en difficulté pour avoir une bonne qualité d'examen échographique, ce qui fait que les examens échographiques vont être répétés. Après, sur la question de la perte de poids, nous, on a la chance d'avoir Jean-Baptiste, il y a nos sages-femmes que j'ai vues tout à l'heure, qui sont là quelque part, je ne sais plus où, ouais, elles sont là, Marianne et Émilie. Donc on les engage dans un parcours si elles le souhaitent, ce qui fait qu'évidemment, elles sont surveillées de façon plus rapprochée et accompagnées de façon plus rapprochée, plus que surveillées d'une certaine manière, parce que en obstétrique, il ne faut pas se leurrer, on a du mal à dépister de toute façon la survenue d'une éventuelle hypertension, d'une prééclampsie. On est souvent très
observationnels. On prend en charge la complication quand elle arrive et il est très très difficile de l'anticiper. Il peut nous arriver de voir une femme cette semaine et puis que la semaine prochaine elle ne développe pas son hypertension alors que la semaine précédente il n'y avait rien, il n'y avait pas de souci. Avec cette difficulté que nous on a côté nutrition, qui est que d'habitude sur une consultation, les gens viennent nous voir, ils sont dans une démarche, ils ont une difficulté personnelle et donc du coup ils ont fait la démarche de prendre le rendez-vous pour parler de leur poids. Là, elles sont enceintes, elles sont en projet de grossesse. Ça arrive, la question du poids arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc des gens qui sont pas, des femmes qui sont pas nécessairement en demande. Et puis après, par contre, l'autre volet, c'est que vu qu'on a aussi une population jeune qui n'a pas de maladie, etc., ça peut aussi être le lieu de parler des comportements alimentaires et parfois de faire des dépistages de choses un petit peu plus complexes qui auraient mérité justement une attention plus particulière. Mais c'est vrai que la grossesse reste une fenêtre d'opportunité pour agir. Et on voit bien, Jean-Baptiste, Émilie, Marianne, elles engagent des femmes dans une prise en charge pour laquelle elles sont demandeuses. Mais quand on regarde les données de la littérature, il y a une très bonne étude australienne où il a fallu, pour inclure 2000 femmes, qu'ils en sollicitent 6 000. Donc en fait, c'est un tiers des femmes qui ont réellement eu envie d'adhérer au programme. Envie d'adhérer, c'est pas certain qu'elles soient allées jusqu'au bout. Et on voit bien, il y a probablement 2 tiers des femmes qui, pour elles, c'est pas le moment, point. Et le moment de la grossesse, c'est un autre moment. Et puis, elles n'ont pas forcément envie d'en discuter ou de changer les choses. Bonjour. Je vous remercie pour votre intervention. Je pense que la stigmatisation est un véritable enjeu en termes de prise en charge de l'obésité en tant que cause et conséquence. Je voulais juste faire une remarque. Vous nous avez flatté tout à l'heure en nous disant que vous étiez face à un parterre sensibilisé à la stigmatisation. Et je vais m'inscrire en faux. On tire beaucoup à boulet rouge sur les gynécologues, à juste titre. Mais je pense que les soignants, de manière générale, on doit aussi se regarder en face. Et moi, ça fait 15 ans que je travaille dans l'obésité pédiatrique et que ce soit les médecins, les diététiciens, les psychologues, on est tous pétris en fait de clichés, d'a priori, de préjugés. Et même si on a beau faire plein de formations sur la bienveillance et sur comment accompagner les gens en étant en écoutant leurs besoins, leurs attentes, on est pétri d'a priori, de préjugés. Et beaucoup de professionnels veulent encore et toujours faire maigrir. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'on prenne la notion de l'impact de la stigmatisation dans le milieu soignant de manière générale. Justement, les patients en situation d'obésité sont des patients qui sont malades. Ils vont voir des soignants. Et donc, c'est nous les premiers à devoir changer notre façon de nous positionner, notre façon de voir la maladie et l'obésité, plus que le reste de la société. C'est déjà à nous de montrer l'exemple, je pense. Oui, mais vous avez raison, évidemment, parce qu'on nous a appris aussi à traiter pour obtenir un résultat, et le résultat le plus concret serait la perte de poids. Et c'est ça qui est difficile. Et avec ceci qui est très embêtant pour nous quand on a fait le choix du soin et nos choix de carrière professionnelle, c'est que on est pétri de biais construits socialement de notre enfance, etc. Et ce qui est intéressant, et ça il faut en avoir conscience, c'est que les études d'action pédagogique pour essayer de dire aux soignants de travailler sur les biais de représentation, ce qu'on appelle les biais explicites, c'est-à-dire l'expression de les phrases qui ne vont pas, les retards de consultation, etc. Ça, globalement, on arrive à avoir des formations qui permettent de corriger ces éléments-là. Grosso modo, quand même, un soignant, si vous lui mettez en face que son comportement ne va pas, il va le corriger parce que ça fait partie de ce pourquoi il s'est engagé dans le soin. Mais sur les biais implicites, c'est-à-dire sur la construction personnelle de notre représentation, les actions pédagogiques classiques ne fonctionnent pas. Et donc ça, c'est vraiment une logique. Et il faut en avoir conscience, nous, entre nous, qu'on est pétri par ça. Et la seule chose qui marchera, c'est la modification de la construction des générations futures. Et ça, avant les études de médecine. Donc c'est une logique de société, quoi. Oui, dès la maternelle. Oui. Je vois, j'ai des enfants actuels. C'est pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a eu une question sur un des camarades de classe de mon fils.
Oui, ça commence là, oui. Oui. Bonjour. Catherine Fabre, Ligue contre l'obésité. J'aurais une question. Alors déjà une petite parenthèse, les petites réflexions sur Auschwitz, ça existe toujours. Voilà, je vous le dis. Ensuite, j'aurais une question. En tant que patiente opérée, les patients opérés, on nous a dit que pour les grossesses, les suivis de grossesse devaient être faits par des professionnels formés parce que forcément, si vous avez une sleeve ou un bypass, il y a des vitamines qui sont moins bien assimilées, etc. Mais par contre, comment trouve-t-on ces gynécologues formés, quoi? Ou est-ce que tous les gynécologues sont formés au suivi de ces patientes? On a fait des recommandations qui sont les recommandations Bariamat en 2015. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, normalement, les gens devraient être formés. On a quand même beaucoup diffusé ces recommandations. Après, oui, en effet, vous trouvez encore des gens qui font pas exactement bien le job, ça c'est sûr. C'est aussi une des difficultés dans les violences gynécologiques et obstétricales. C'est-à-dire les violences peuvent être dues au fait que les gens ne savent pas prendre en charge la pathologie. Donc souvent, peu à peu, autour des CSO, il y a quand même eu un besoin. Donc ils connaissent des gynécologues qui sont en capacité de s'occuper de ces dames, qui sont plutôt autour des CHU, d'une certaine manière. Bon, ça simplifie pas les choses parce que la région est quand même grande et les gens qui habitent au nord de la région ne vont pas forcément venir jusqu'à Montpellier. Je sais que c'est une question difficile et pourtant c'est pas si simple de bien s'occuper d'une femme qui a eu une chirurgie bariatrique et parce qu'il y a des recommandations, mais il faut encore qu'on travaille à les diffuser. C'est qu'il faut une dizaine d'années pour bien diffuser une recommandation, mais en 2025 ça n'a pas touché tout le monde encore, malheureusement. Donc, je peux les envoyer vers les CSO, en fait, au départ. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la mission. Ouais. Merci. Alors, on va être obligé de continuer. Merci. Merci, Monsieur Deruel.